Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'aimerais ce soir, pendant 1 heure à peu près avant de l'ouvrir à la discussion, j'aimerais essayer de parler de nous sans autorité, d'essayer de réfléchir de manière un peu expérimentale, un peu à tâtons, à ce que nous disons quand nous disons nous, à ce qui se passe politiquement, mais pas seulement, hein, aux effets, à chaque fois que nous énonçons une première personne du pluriel. Et j'aimerais le faire sans autorité, ou j'aimerais qu'on le fasse ensemble. C'est pour ça qu'il faut que ce soit livré à la discussion ensuite. J'aimerais le faire non pas vraiment en tant que philosophe, je suis plutôt philosophe de formation, mais j'aimerais le faire sans l'autorité du philosophe, puisque le philosophe, il peut intervenir et il peut essayer de dire, voilà, quand nous disons nous, nous produisons une première personne du pluriel, qui est le sujet politique. Est-ce que le sujet politique, c'est le peuple? Est-ce que c'est le souverain, etc. J'aimerais le faire sans l'autorité du philosophe, sans l'autorité du sociologue non plus. Le sociologue peut essayer aussi, avec un travail de terrain, d'essayer de comprendre des systèmes d'appartenance qui peuvent être des appartenances de classe, des appartenances raciales, des appartenances de genre, et d'essayer de comprendre voilà, qui dit nous, dans quel contexte, comment, à partir d'études de terrain. J'aimerais le faire aussi sans l'autorité du linguiste, qui va analyser des discours et qui va essayer de comprendre voilà, quel est le statut de cette première personne du pluriel, hein, et s'intéresser au mot « nous ». Sans l'autorité non plus, celui qui s'intéresse à la rhétorique et qui s'intéresse à des effets de stratégie de discours et qui essaye de comprendre voilà, qu'est-ce qui, dans les discours politiques, motive l'introduction du terme « nous », pourquoi, à quel moment un homme politique va dire « nous », qu'est-ce qu'il implique, quels effets d'entraînement il escompte avoir sur son auditoire. Ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose de plus expérimental, de plus impalpable, c'est d'essayer de comprendre ensemble, de prendre au sérieux la forme de nous, d'imaginer une sorte de forme dynamique qui peut être changeante, qui relève de notre sentiment, du sentiment que nous avons dans des discussions politiques, mais du sentiment que nous avons qui est parfois un sentiment non verbal, non verbalisé, du sentiment d'être dans un endroit qui nous correspond ou pas, qui correspond à notre classe ou non, qui correspond à un groupe auquel on pense appartenir ou non. Donc quelque chose qui relève du sentiment, qui relève aussi de la stratégie. Comment est-ce qu'on essaye, comment est-ce qu'on veut appartenir, ou on essaye de produire un effet d'appartenance à tel ou tel nous, et d'essayer de comprendre cette forme un peu vague, un peu dynamique, qui passe par des discours, qui passe par du sentiment, qui passe par des stratégies, qui est parfois intuitive, qui est parfois implicite, qui est parfois explicitée, et de la comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire ce que j'aimerais faire, c'est pendant 1 heure d'essayer de dresser un portrait pris sur le vif de l'état de notre nous, plutôt de nos nous dans tous les camps, quel que soit le camp politique, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, qu'on soit dans un camp identitaire et patriote, qu'on soit autonome, qu'on soit républicain, qu'on soit féministe, néo-féministe, qu'on soit militant décolonial, qu'on soit militant antispéciste, qu'on se revendique d'un certain universalisme, ou bien qu'on soit du côté de luttes particulières. Peu importe, d'essayer de comprendre à travers tous les camps comment se structure cette forme qu'on appelle nous, et à laquelle on fait appel dans nos discours, dans nos comportements. Et j'aimerais essayer d'en dresser une sorte de portrait de nous en 14 traits. Certains seront très courts, d'autres un peu plus longs. 14 traits pris sur le vif de l'état de notre subjectivité politique, de ce qui se passe donc quand nous disons nous. Le premier trait, j'essaierai de l'annoncer à chaque fois et de progresser un petit peu de trait en trait pour dresser ce portrait. Le premier trait, je vais essayer à chaque fois, de manière un peu expérimentale, de nommer quelque chose qui serait une sorte de sentiment, d'intuition qu'on aurait, un peu impalpable, de quelque chose qui se passe dans l'ordre des discours, qui se passe en nous et hors de nous, autour de la subjectivité politique. Le premier trait, je l'appellerais quelque chose comme la psychologisation de la politique et la politisation de la psychologie. Je vais partir d'une formule qui est bien connue dans l'histoire de la philosophie. C'est une formule qui clôt un essai, qui est un essai de Walter Benjamin, dont la dernière version date de 1940, qui est l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Et les toutes dernières phrases du texte de Benjamin, dans ces toutes dernières phrases, Benjamin dit, voilà, au fond, la distinction entre le communisme et le fascisme, c'est, dit-il, que le fascisme, c'est l'esthétisation de la politique, alors que le communisme, c'est la politisation de l'esthétique. En reprenant, en paraphrasant un peu l'expression de Benjamin,
Je me demande si on ne pourrait pas dire qu'il y a aujourd'hui quelque chose, non pas qui opposerait fascisme et communisme, mais une sensibilité plus droitière et une sensibilité plus gauchiste, où on aurait l'impression qu'à droite, il y aurait de manière récurrente des formes de psychologisation de la politique, et à gauche, des formes de politisation de la psychologie. Je vais essayer de m'expliquer. D'abord, la psychologisation de la politique, c'est quelque chose d'assez classique. C'est l'idée selon laquelle on se rapporte à la politique en se rapportant à des personnes. Et par exemple, l'élection présidentielle approchant, on va s'intéresser à l'ambition des candidats, on va projeter des formes psychologiques sur l'arène politique. Et ce qui va nous intéresser dans la politique, de ce point de vue-là, ce sont en fait des catégories psychologiques. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'ambition d'un tel, on va commencer à analyser la stratégie de Marine Le Pen en se demandant à la fois quel est son rapport au père, comment elle va se comporter vis-à-vis de la concurrence d'Éric Zemmour, et on va utiliser des catégories psychologiques pour essayer de montrer qu'elle est blessée, par exemple, par la possible trahison de sa nièce. Et on va avoir un rapport aux politiques qui est souvent le rapport dominant dans les médias, où la politique est incarnée par des personnes qui ont des affects, et où on discute de la politique sous une forme qui est celle de la psychologie de personnes, qui sont les relais de cette politique, qui sont les hommes et les femmes politiques. Seulement, il me semble qu'il y a une sorte de correspondant un peu symétrique, plus à gauche, et qui est en train de monter, et qui, à mon avis, est le premier trait qui pourrait définir ce que nous sommes aujourd'hui, ce que notre sentiment du nous, qui est la forme inverse, c'est-à-dire qui serait une sorte de politisation de la psychologie. Je vais essayer de m'expliquer. J'ai essayé à chaque fois de trouver des traits caractéristiques par petites touches d'époque pour essayer de voir si on arrive à un portrait qui fait sens. Ça fait quelques années qu'à gauche, par un héritage philosophique qu'on peut faire remonter par exemple à l'influence de Spinoza ou du spinozisme, à l'idée qu'on ne peut pas se contenter d'analyser des structures politiques, des structures de domination par exemple, mais qu'il faut analyser des affects. Ce qui est en fait un héritage récurrent de l'œuvre de Spinoza, par lequel souvent des militants qui sont marxistes se mettent à relire Spinoza. Ça a été le cas dans les années 60-70. Les militants italiens, je pense à Toni Negri par exemple, se sont mis à relire Spinoza et se sont mis à penser qu'on ne pouvait pas simplement penser par exemple le capitalisme en termes d'effets de structure, mais en termes d'affect. C'est revenu, et je ne sais pas, peut-être celui qui serait le plus emblématique aujourd'hui de ça serait à gauche quelqu'un comme Frédéric Lordon, qui, avec un héritage spinoziste explicite, c'est un lecteur, un commentateur de Spinoza, a essayé de penser le corps politique, les affects politiques du capitalisme tardif. Quels effets ça a sur nous ? Ça a un premier effet, me semble-t-il, c'est qu'on voit se multiplier des études, je pense à des sociologues par exemple, qui essayent de repolitiser des pathologies psychologiques, c'est-à-dire d'essayer de comprendre que ce que des individus, de façon isolée, croient être des pathologies mentales qui leur appartiennent, sont en fait des effets politiques. C'est-à-dire qu'il faut réintégrer le politique pour le remettre dans le corps et dans la psyché individuelle de chacun. Par exemple, il y a un travail récent très intéressant d'un sociologue comme Romain Huet qui s'est intéressé au burn-out ou à l'effondrement individuel et qui a essayé de montrer quelles étaient en fait les structures politiques qui étaient intégrées par les corps de travailleurs qui n'en pouvaient plus et qui en fait s'effondraient non pas parce qu'ils avaient des problèmes personnels, mais à cause de structures politiques. Il me semble que cela est entré de plus en plus nettement dans notre vie et qu'il y a quelque chose qui augmente et qui est un trait d'époque. Pensez par exemple à l'émergence de nouveaux termes qui peuvent paraître des termes à la mode, mais qui définissent quand même des traits générationnels. Je pense au terme de solastalgie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la solastalgie récemment nommée. C'est l'idée qu'il y aurait des formes de mélancolie ou de dépression par lesquelles des gens, désespérés par le changement climatique ou par la conscience qu'ils ont du désastre écologique, deviendraient dépressifs ou auraient une dépression qui n'aurait pas pour origine, vous voyez, des problèmes personnels ou des problèmes familiaux, mais au sens strict, un problème politique. C'est les effets que le réchauffement climatique, la perspective, par exemple, de l'effondrement de la civilisation thermique, aurait sur la vie individuelle. Donc, vous voyez, c'est la manière dont la politique est réintégrée, elle est incorporée dans le corps de chacun et aussi dans l'esprit de chacun, et elle s'exprime sous forme de symptômes psychologiques ou de symptômes psychiatriques. Un des effets de ça, c'est le fait que de plus en plus, par exemple, on va entendre des discours où quelqu'un va avoir conscience du fait que sa dépression, qui est le mal du siècle, sa dépression a des origines politiques et pas simplement familiales, pas simplement personnelles. Donc on va essayer de penser aussi certaines formes nouvelles, justement le burn-out, l'effondrement, comme des sortes d'expressions psychologiques
individualisée d'une pathologie qui est en fait une pathologie politique, de l'état du système, de l'état du capitalisme tardif, de l'absence d'horizon politique, de l'absence d'horizon d'émancipation, de l'impression d'une catastrophe à venir, d'un effondrement promis, qui a des effets psychologiques sur les individus. Alors, cet effet, il me semble que ça serait le premier trait, peut-être de nous, c'est une tendance de l'époque à produire, vous voyez, une subjectivité politique où, aussi bien dans le nous que dans le moi, la psychologie et la politique ont tendance à se confondre. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à distinguer quelque chose qui relèverait de la psyché individuelle, on aurait des problèmes personnels, et des effets politiques. Des effets politiques, en fait, qui viennent contaminer le corps et l'esprit individuel, et de la même manière, la psychologie qui va vers le politique et la politique qui va vers la psychologie. Il me semble que ce premier trait, alors, il pose un problème, c'est qu'on voit, et je pense que c'est un trait du nous contemporain, on voit de plus en plus que ça produit sur notre subjectivité une sorte d'auto-analyse par laquelle on va produire une auto-analyse politique. Je vais vous prendre un exemple, cette fois du côté, par exemple, de la domination masculine. Il y a la généralisation de discours depuis quelques années où des hommes vont dire qu'ils reviennent sur leur propre masculinité, et vous avez tout un tas de catégories politiques qui sont en fait des catégories psychopolitiques. Par exemple, on parle de masculinité toxique, ou la catégorie qui est récente, la catégorie de charge mentale, ou l'idée suivant laquelle il faudrait analyser ses privilèges d'homme ou son privilège d'homme blanc, non racisé, sont des catégories par lesquelles le politique vient dans l'intime, vient dans le couple, vient dans la psychologie individuelle, et où l'individu doit s'auto-analyser pour essayer de se transformer, pas simplement pour faire une psychanalyse et pour aller mieux, mais pour faire une analyse psychopolitique de lui-même, de qui il est, de ses privilèges d'homme blanc, par exemple. Et un des soucis potentiels, c'est que cet effet-là, ce qui me semble être le premier trait caractéristique de nous, de notre subjectivité politique, c'est un effet d'indécision, d'indistinction entre le psychologique et le politique, où le risque, c'est que petit à petit, en voulant, ce qui a longtemps été un mouvement plutôt à gauche, en voulant repolitiser la psychologie, en disant à juste titre, il n'y a pas simplement des pathologies mentales, les individus ne sont pas isolés du corps social, le corps social et le corps politique produisent des effets sur la psychologie des individus. Mais le problème, c'est que les individus se réemparant de ces thèmes politiques, ils peuvent réexprimer, par exemple, ce qui était un projet politique, comme un projet personnel. Et la politique peut se transformer, de ce point de vue, en une sorte de projet de réépanouissement personnel ou de coaching, comme une sorte de coaching politique. C'est-à-dire qu'être politique, ça serait réfléchir sur ses privilèges d'homme blanc, ça serait réfléchir à la répartition de la charge mentale, etc. Et le problème possible de ça, c'est que ça brise le nous, en fait. C'est-à-dire que la politisation de la psychologie ne produit pas un effet commun, mais devient un effet d'auto-analyse de l'individu, d'un individu libéral qui va parler en termes de projet personnel, de projet existentiel, qui intègre le politique dans son corps, dans son esprit, mais qui l'individualise aussi, et on se retrouve aussi avec des stratégies des individus qui peuvent utiliser des thèmes politiques pour leur projet personnel, leur réussite, leur accomplissement. Et il pourrait y avoir de ce point de vue-là, en régime libéral, une progressive dissolution de thèmes politiques dans des thèmes, dans des affects psychologiques. Ça me semble être le premier trait dont j'aimerais partir, c'est cette idée que notre subjectivité politique, en tout cas, elle se psychologise et que notre psychologie se politise. Mettons que ce soit le premier trait. Deuxième trait, pour essayer de dessiner, d'essayer de voir où nous en sommes quant à notre subjectivité politique, encore une fois, quel que soit notre camp, quel que soit notre degré d'engagement. Le deuxième trait, pour essayer de poursuivre ce portrait par petites touches, c'est ce que j'appellerais un rapport, une articulation entre la description et la prescription. Décrire, c'est dire ce qu'il y a, c'est dire ce qui est là, c'est décrire le réel. Prescrire, c'est dire ce qui devrait être, ce qui doit être. Il me semble que là aussi, on est pris dans une sorte de double mouvement qui est en train de s'accentuer dans l'époque entre ce que j'appellerais des descriptions prescriptives et des prescriptions descriptives. Prenons des descriptions prescriptives. Qu'est-ce que c'est ? Il me semble que c'est très présent, là aussi plutôt à droite, mais pas seulement. Ce sont tous ces types de discours que vous connaissez bien, qu'on voit fleurir, par lesquels on va dire, par exemple, quelque chose comme « c'est ça la France, voilà ce que nous sommes ».
voyez, on va essayer de décrire, et c'est vraiment un des thèmes de la campagne, par exemple, plutôt chez les candidats de centre droit ou de droite, de dire, voilà, nous devons décrire ce qu'est la France. La France, c'est ça. Alors, en France, on mange de cette manière, on s'habille de cette manière. La France, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est descriptif. On essaye simplement de décrire. On prétend décrire ce qu'est la nation française. À ce moment-là, la description, elle devient immédiatement prescriptive. C'est-à-dire en disant, c'est ça, ce qu'on dit immédiatement, c'est, ça doit être ça. Vous devez être comme ça. Et si vous n'êtes pas comme ça, eh bien, allez, prenez la porte, sortez de l'espace national, venez pas nous embêter, etc. Donc, il y a un premier mouvement par lequel on ne cesse, me semble-t-il, d'essayer de produire des descriptions un peu désespérées de ce que nous serions. Nous sommes ça, nous Français, nous sommes ainsi, c'est comme ça. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça, ce qui évidemment est faux. En général, ce sont des choses qui sont apparues récemment, aussi bien des coutumes, des modes vestimentaires, des manières de manger, etc. Mais bon, on décrit une France qu'on veut plus ou moins éternelle, ou on redécrit un roman national. Bon, on essaye en tout cas de décrire l'état de la nation. Je pense que c'est quasiment devenu un sous-genre politique. Vous avez quasiment toutes les semaines des livres qui prétendent décrire la France. La France réelle, la France telle qu'elle est, la France vue en face, la France, etc. Donc c'est des discours qui prétendent décrire la France des oubliés, la France qu'on ne voit pas, la France invisible. On décrit la France, mais évidemment, immédiatement, ce sont des prescriptions. On décrit pour prescrire. On dit ce que c'est pour immédiatement dire ça doit être comme ça doit rester comme ça. Simplement, il me semble qu'il y a l'effet inverse. Plutôt à gauche, mais pas seulement, il y a aussi une confusion qui se produit dans notre subjectivité politique, où on n'arrive plus vraiment à distinguer la prescription de la description. Vous allez comprendre. Je vais prendre un autre exemple. Il me semble, par exemple, que, notamment à gauche, ce qui je dis plutôt mon camp politique, on a affaire, et c'est souvent ce qui est reproché d'ailleurs à la gauche par des gens de droite, l'idée suivant laquelle la gauche se serait coupée de la réalité parce qu'elle ne serait plus capable de voir la réalité en face, parce qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle voudrait voir. Je vais essayer de vous prendre un exemple très précis. Je suis enseignant à l'université, et en ce moment, à l'université, un problème qui n'est pas du tout un problème massif, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais qui se pose de temps en temps, c'est que les étudiants ou les étudiantes posent la question de l'écriture inclusive, c'est-à-dire la question de savoir s'ils peuvent rendre des devoirs ou rendre des mémoires en écriture inclusive, sachant que l'écriture inclusive, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a plein de formes d'écriture inclusive. Est-ce qu'on utilise des pronoms épicènes? Est-ce qu'on pratique l'accord de proximité? Est-ce qu'on introduit égal? Bon, ça pose plein de problèmes qui peuvent se discuter. Je prends cet exemple parce que l'an passé, j'ai eu une étudiante, donc moi je travaille en philosophie, j'ai eu une étudiante qui a fait un mémoire, qui était un très bon mémoire, et son mémoire est un mémoire assez technique, plutôt d'histoire de la métaphysique. Et l'histoire de la métaphysique, comme vous le savez peut-être, elle est à 99,999% masculine. On a des métaphysiciens. Il y a très très peu en métaphysique de figures féminines. Dans le corpus qu'étudiait cette étudiante, il y avait 8 ou 9 auteurs, et elle avait ajouté une autrice, qui est une autrice importante dans l'histoire de la philosophie, qui est Hypatie d'Alexandrie. Seulement, Hypatie d'Alexandrie, on n'a pas de texte de première main d'Hypatie d'Alexandrie. On a simplement des citations qui ont été faites, qui sont rapportées d'Hypatie d'Alexandrie. Elle a intégré Hypatie d'Alexandrie dans son corpus. Donc, quand elle parlait des métaphysiciens ou des philosophes, elle a décidé de l'écrire en écriture inclusive pour ne pas invisibiliser Hypatie d'Alexandrie. J'accepte, je dis pourquoi pas, voyons ce que ça donne. Et ce qui était très intéressant, c'est que d'elle-même, l'étudiante s'est aperçue que ça avait un effet étrange, un effet pervers. Vous allez comprendre pourquoi ça rejoint l'idée d'une prescription descriptive. C'est qu'en fait, tout son mémoire donnait l'impression, quand on le lisait, qu'il y avait une histoire partagée par les hommes et par les femmes de la philosophie. En écrivant en écriture inclusive, un mémoire qui était plutôt un mémoire historique, qui essayait de décrire en fait une histoire de la pensée, elle donnait l'impression qu'il y avait eu 50% de philosophes mâles et 50% de philosophes femelles, masculins ou féminins. Pourquoi ça pose un problème? Parce qu'en fait, ça produisait exactement l'inverse de l'effet recherché. Elle essayait de visibiliser une autrice, qui est Hypatie d'Alexandrie, et en fait, elle se mettait à invisibiliser la réalité qu'il faut décrire du rapport de force, qui est qu'il se trouve qu'il faut réfléchir sur le fait que, voilà, en Europe, dans la tradition occidentale, à 99%, ça a été une tradition masculine. Et en écrivant en écriture inclusive, avec une nouvelle norme de langue, ce mémoire, elle produisait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle produisait une distorsion de description du réel. Pourquoi? Si on y réfléchit, c'est assez simple. C'est que la langue inclusive, en fait, c'est une langue idéale, c'est une langue prescriptive, puisque c'est une langue qui prescrit l'égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez la langue inclusive, vous décrivez une réalité dans laquelle, idéalement, à 50-50, vous décrivez aussi bien des agents qui sont des agents masculins que des agents féminins. Le problème, c'est que quand vous projetez
cet outil linguistique, qui est un outil d'égalité, c'est objectivement un outil d'égalité linguistique, mais si vous le projetez sur une situation d'inégalité, vous ne décrivez plus correctement cette situation. Vous l'écrasez. Vous donnez au contraire l'impression que c'est une histoire partagée par les hommes et par les femmes, ce qui n'est pas le cas, ce qui est faux. Et donc l'étudiante d'elle-même m'a dit non, je vais arrêter, parce qu'en fait ça produit l'effet inverse. Ce qu'elle avait compris, c'est qu'en essayant de décrire la réalité, en fait, elle prescrivait quelque chose. Elle prescrit l'égalité, ce qui est bien, mais du coup, ça produit une distorsion de la description. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a aussi, de la même manière, vous voyez, par exemple, que dans des discours de droite, il peut y avoir une manière de prescrire sous couvert de description, de la même manière, de façon symétrique, avec des outils qui sont des outils émancipatoires, comme la langue inclusive, il peut y avoir, sous couvert de prescrire quelque chose, de prescrire l'égalité, de prescrire l'inclusivité, il peut y avoir une description qui devient une description tordue, en fait, du réel, qui ne décrit plus le réel tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Ça me semble être le deuxième trait de notre subjectivité politique, c'est que, à la manière dont nous nous racontons, quand nous essayons de dire qui nous sommes, hommes, femmes, suivant notre classe sociale, dès que nous essayons de décrire notre nation, dès que nous essayons de décrire notre genre, notre classe, dès que nous essayons de décrire qui nous sommes, nous humains, nous avons de plus en plus de mal à distinguer ce qui relève du descriptif et ce qui relève du prescriptif. Avec nos outils même, notre langue, nous avons du mal à nous décrire sans immédiatement prescrire ce que nous devrions être, ce que nous voudrions être. Et nous avons du mal à dire ce que nous devrions être sans immédiatement le transformer en une description, mais une description faussée de ce que nous sommes vraiment. Troisième trait, pour essayer de poursuivre ce portrait par petites touches, qui va se dessiner petit à petit. Le troisième trait, il correspond à un terme qui s'est imposé dans le débat public, alors qu'il n'existait que parmi les militants depuis la fin des années 80, c'est le terme d'intersectionnalité, qui s'est imposé, y compris chez ses adversaires, pour essayer de désigner la manière dont des théories de la domination sociale, articulant les questions de race, les questions de classe sociale, qui sont souvent oubliées d'ailleurs, et les questions de genre, qui sont souvent censées être oubliées, qui sont oubliées par les adversaires de l'intersectionnalité, qui pensent qu'ils ne pensent pas la classe sociale, qu'ils ne pensent plus que la race et le genre, alors qu'au départ, chez celle qui a inventé le concept d'intersectionnalité, qui est Kimberlé Crenshaw, qui est une autrice américaine, il y avait l'idée d'articuler toutes les formes de domination ou d'oppression, d'en articuler en fait trois, qui étaient donc la domination raciale, la domination de genre et la domination de classe, domination sociale. Cette idée d'intersectionnalité qui s'est imposée de manière un peu vulgarisée dans le débat public, elle produit deux effets qui me semblent être devenus des traits distinctifs, caractéristiques de la manière dont nous nous pensons, dont nous nous représentons qui nous sommes. Ce sont des traits que j'appellerais de recouvrement et de retournement. Le trait de recouvrement, c'est l'impression, qui là aussi est dur à capter, mais qui est quand même une intuition que nous avons tous eue à un moment dans un débat avec des proches ou dans un débat qui parfois est virulent avec d'autres, avec des étrangers, qui est l'impression d'être pris à revers, c'est-à-dire au moment où on affirme notre position, par exemple au moment où on considère qu'on est dans le camp de l'émancipation, qu'on est progressiste, on se trouve pris à revers parce qu'on nous fait remarquer qu'il y a un point aveugle à notre discours, je ne sais pas, ce serait mon point aveugle par exemple, qui serait que je serais du côté de l'émancipation sociale, etc. Mais par contre, je n'aurais pas fait attention au fait que mon énonciation est une énonciation masculine, et je n'ai pas fait attention, on va me faire remarquer que dans ma manière de parler, j'ai coupé mon interlocutrice, j'ai pratiqué le mansplaining, vous voyez, qui sont vraiment des thèmes d'époque, c'est-à-dire l'idée que, alors que mon discours se présente comme un discours d'émancipation, en fait, il est recouvert par des points aveugles, par un autre plan, sur le plan du genre ou sur le plan racial, par le fait que je suis dans un autre camp sur ces plans-là. Je suis du côté du dominant et pas du côté du dominé. Et donc on a des effets de prise à revers, qui sont des effets politiques que presque tout le monde a expérimenté dans les, disons, 10-15 dernières années, où par exemple un discours féministe va se retrouver pris à revers par l'accusation qui va lui être faite d'être du féminisme blanc. D'être certes du féminisme, mais un féminisme bourgeois et blanc. Et donc, alors que sur le plan du genre, le discours se présentait comme un discours qui était du côté émancipateur, il est renvoyé par ses adversaires par un autre plan qui vient l'écraser, qui est le plan racial ou le plan social, à un discours de dominant, et non plus de dominé. Ça, c'est le recouvrement. C'est l'idée qu'à tout moment,
nos discours, notre positionnement, qui peut être un positionnement émancipateur, mais qui peut être aussi bien ne sont pas à l'abri de ces recouvrements et de ces effets de retournement. Aucun camp n'est à l'abri de ces effets de retournement. Par exemple, il y a deux termes très présents, qui sont de plus en plus présents dans le débat politique aussi, qui sont les termes d'homonationalisme et de fémonationalisme. Ça fait longtemps qu'il y a des chercheuses qui parlent de fémonationalisme pour essayer de comprendre la manière dont des thèmes féministes pourraient être détournés de leur visée. Vous voyez, depuis longtemps, à propos de la question du voile, par exemple, pourraient être utilisés à des fins qui leur apparaissent comme réactionnaires ou oppressives à l'égard de populations musulmanes. Mais il suffit d'observer, par exemple, dans de la pure stratégie politique, ce qui est en train de se passer dans le jeu électoral entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour voir que Marine Le Pen a compris que les limites de l'électorat d'Éric Zemmour, c'était notamment l'électorat féminin. Dans toutes les enquêtes, dans tous les sondages, on voit que les femmes, quel que soit leur bord politique, accordent beaucoup moins d'estime à Éric Zemmour. Et on sent que sa réserve électorale est beaucoup plus faible chez les femmes. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé chez la candidate du Rassemblement national, qui vient d'une tradition qui n'est pas précisément une tradition féministe, même si elle a rompu en partie avec son père. Je ne veux pas dire que son père était un défenseur du droit des femmes à aucun moment de sa carrière. Elle-même, Marine Le Pen, a longtemps tenu des discours qui étaient des discours au mieux indifférents à la cause des femmes et en général moqueurs à l'égard d'un gauchisme féministe, etc. Mais elle s'est mise à récupérer des thèmes féministes, vous voyez, avec un effet de recouvrement, comme ça, pour contrer son adversaire. Et donc, elle s'est mise à accuser Éric Zemmour d'être misogyne, etc. Et donc, on se retrouve avec des effets assez étranges de retournement dans le débat public, où, par exemple, quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est localisée à l'extrême droite, va sur un autre plan. Vous voyez, vous la recouvrez par le plan, en fait, la question du genre. Sur la question du genre, va aller récupérer, elle l'a fait aussi avec la question de l'homosexualité, par exemple, où elle a essayé de récupérer l'idée que, par exemple, en Occident, il y aurait une plus forte tolérance à l'égard de l'homosexualité, ce serait un signe de civilisation par rapport à des pays barbares dans lesquels les homosexuels l'homosexualité est interdite. Et elle est allée vers des discours, par exemple, qui sont allés mobiliser des thèmes du militantisme gay et lesbien qui étaient à l'opposé du spectre politique, du Front National historique. Donc on voit des effets de retournement, souvent surprenants, d'une année sur l'autre, où dans le discours politique, en fait, parce que, vous voyez, se superposent comme une sorte de millefeuille le plan de la classe sociale, le plan de la race, le plan du genre et différents plans identitaires, une position politique sur un plan peut se retourner sur un autre plan. Et parfois stratégiquement, volontairement. C'est-à-dire que volontairement, il va y avoir un retournement de la position politique en passant sur un autre plan, par un exercice un peu acrobatique. Ça me semble être le troisième trait de la subjectivité politique qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'une sorte d'apprentissage un peu douloureux, qui a été douloureux sur 10 ou 15 ans, de l'idée suivant laquelle notre position n'est pas assurée sur tous les plans politiques. Sur un autre plan, la position qu'on croyait être la nôtre, sur un autre plan, peut prendre un autre sens. Nous qui nous croyons progressistes, nous pouvons être renvoyés au fait d'être réactionnaires sur un autre plan. Mais aussi, nous qui nous croyons réactionnaires ou conservateurs sous tel plan, nous pouvons nous retrouver, bien malgré nous et stratégiquement, progressistes sur un autre plan, avec des effets de recouvrement, de retournement, qui deviennent aussi des effets d'aubaine politique, de stratégie politique. Quatrième trait, qui est là aussi un effet de stratégie. Il me semble qu'on voit deux attitudes politiques se développer qui sont en train de devenir des traits d'époque et qui sont en train de crisper en fait, le rapport que nous avons à la définition de nous-mêmes, de notre position politique. Il me semble qu'on peut distinguer deux grandes stratégies qu'on est en train de voir à l'œuvre dans tous les camps. Une première stratégie que j'appellerais de proche en proche et une deuxième stratégie que je dirais être plutôt de renvoi dos à dos. La stratégie de proche en proche, vous la connaissez, c'est une sorte de principe de continuité par lequel, dans tous les camps, on va essayer d'asseoir, d'affermir sa position politique en produisant une sorte de rhétorique de la contamination. De la contamination où on va constituer son adversaire, et on va constituer son adversaire, ses adversaires, en un ennemi, en essayant de montrer que de proche en proche, par exemple, un tel, certes, semble différent d'un autre, mais il discute avec lui. Donc on va progressivement, par une chaîne, essayer de montrer qu'il y a une sorte d'effet de contamination de proche en proche, par lequel différents adversaires forment un seul ennemi. De cette manière-là, par exemple, on va identifier comme fascistes des
positions politiques qui sont pourtant extrêmement diverses, mais on va dire un tel discute avec un tel, qui discute avec un tel, qui discute avec des gens du Rassemblement national, et ce faisant, on va produire un effet de proche en proche, hein, on va constituer son ennemi de proche en proche. La stratégie de proche en proche, en général, elle permet d'affermir une position de nous, hein, qui est une position de radicalité. On va produire une position de radicalité en constituant le « eux », les autres, de proche en proche. C'est-à-dire qu'on va essayer de remonter des chaînes, qui sont des chaînes de contact, qui acceptent de discuter avec qui, par exemple. Moi, je n'accepte pas de discuter avec un tel. D'ailleurs, un tel accepte de discuter avec un tel qui est mon ennemi. Donc, de proche en proche, par effet de contamination, il appartient aussi au camp ennemi. On va constituer des camps ennemis, chacun constitue son camp ennemi. Des gens républicains, universalistes vont essayer de constituer un camp ennemi qu'ils vont appeler islamo-gauchiste, par exemple. Et de proche en proche, ils vont montrer qu'un tel, qui est soupçonné d'être woke ou intersectionnel, discute avec un tel, qui discute avec un tel qui est salafiste. Et comme ça, de proche en proche, par effet de contamination, ils vont produire leur ennemi. De la même manière, à gauche, quelqu'un va essayer de montrer qu'un tel de droite discute avec un tel qui est pour l'union des droites, qui discute avec un tel qui est identitaire, qui discute avec un tel qui est nazi ou qui est néo-nazi. Et vont constituer comme ça un adversaire qui devient un ennemi, qui est fasciste ou qui est fascisant. Cette stratégie de proche en proche, qui est une stratégie de radicalisation et d'affermissement de la position, hein, de la définition de ce que nous sommes par rapport à ce qu'eux sont, elle répond à une autre stratégie qui monte dans l'époque, qui me semble être un autre trait d'époque, qui est la stratégie du renvoi dos à dos. La stratégie de proche en proche répond à l'idée de renvoi dos à dos, qui est la position de plus en plus adoptée, qui n'est pas forcément une position centriste, mais qui va produire des effets de symétrie. On va essayer de définir nous, de se définir comme étant plutôt le peuple de raison, hein, ceux qui sont du côté de la raison, vont rejeter l'extrême gauche et l'extrême droite, par exemple, avec des effets de symétrie. On va produire des effets de symétrie. On va essayer de montrer, par exemple, qu'on est pris en tenaille entre des identitaires de droite et des identitaires de gauche. On va donc produire des effets de symétrie en disant, au fond, ce qui se passe à gauche, autour des questions raciales, autour des questions de genre, du côté des woke et des intersectionnels, c'est le répondant symétrique de ce qui se passe à droite, du côté des identitaires, des patriotes et tout ça. Ce faisant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrase les différences et on produit des effets de symétrie en montrant que notre ennemi est sur deux fronts, mais qu'en fait, les deux fronts se répondent. Et tous les camps font ça. Tous les camps produisent soit des effets de proche en proche, de contamination, soit des effets de dos à dos. On produit du proche en proche quand on essaye d'affermir sa position pour constituer un ennemi, un adversaire qui soit massif. Et on produit des effets de renvoi dos à dos lorsqu'on veut se positionner au centre du débat, pour revenir au centre et pour renvoyer dos à dos des adversaires sur notre gauche et sur notre droite. Cinquième trait, ces stratégies, qui sont en train de devenir des traits d'époque, hein, la stratégie de proche en proche ou la stratégie de dos à dos, elles reposent sur, il me semble, au fond, un mouvement essentiel, qui me semble devenir un trait d'époque, qui est la transformation presque systématique de champ en camp. Je vais essayer d'expliquer ce qu'on peut appeler un champ, ce qu'on peut appeler un camp, de manière très intuitive. Il me semble qu'on peut définir un champ par un ensemble d'opinions, de comportements, un ensemble d'attitudes, un ensemble de discours, dans lequel on le reconnaît qu'il y a des contradictions. Il y a un champ quand on reconnaît qu'il y a des contradictions. Par exemple, on va essayer de considérer que la gauche est un champ dans lequel s'expriment des contradictions, qu'il y a différentes gauches. Donc on va commencer à analyser, c'est ce que fait toujours le sociologue, c'est ce que fait toujours le politologue. Il va essayer d'analyser l'hétérogénéité d'un champ en essayant de montrer qu'il reste un petit peu d'une gauche social-démocrate, même si elle est moribonde. Il y a une gauche radicale, il y a une gauche identitaire, etc. Donc on constitue un champ quand on admet que la diversité en fait, des attitudes et des discours permet de penser qu'il y a des contradictions à l'intérieur de ce champ. D'accord ? Un champ, c'est lorsque vous avez un ensemble d'opinions, d'attitudes, de subjectivités qui est traversé par des contradictions. Un camp, c'est quand vous écrasez ces contradictions et quand vous prenez l'ensemble du champ dans son unité en ne concevant plus que ce qu'ils ont de commun. Vous produisez un camp quand, par exemple, alors, c'est une opération qui me semble une opération typique d'aujourd'hui. Je vais vous prendre quelques exemples. Par exemple, depuis les années 90, vous avez dans les sciences sociales l'émergence des études de genre. On a parlé des études de genre autour du gender à l'américaine.
Les études de genre, quand j'ai grandi, que j'ai lu Judith Butler, Alperin, etc., les queer studies, tout ça, ça m'apparaissait comme un champ. C'est-à-dire, ce qui m'apparaissait, c'est qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à la question de l'articulation entre le genre culturel et le sexe biologique, et qui avaient des positions, et des positions très différentes. C'est-à-dire, il m'apparaissait qu'entre, je sais pas, Sylvia Federici, Judith Butler, Joanne Scott, j'avais affaire à des positions avec des contradictions fortes, avec des oppositions. J'ai été très étonné de m'apercevoir que dans le débat public, dans les années 2000, genre est devenu le nom d'un camp. C'est-à-dire qu'à un moment, à droite, on a décidé de considérer qu'en fait, il y avait une unité de tous ceux qui étaient du côté de la déconstruction, etc., et qu'on allait les appeler les théoriciens du genre. Et théoriciens du genre ne désignait plus un champ de recherche, mais désignait un camp politique. Et ça, c'est devenu une opération essentielle, en fait, dans la manière dont on se définit. C'est-à-dire que pour se construire un adversaire ou pour se construire un ennemi, on n'arrête pas de transformer des champs en camps. Et on le fait dans tous les camps. De cette manière, par exemple, aussi, longtemps, le décolonial, ce qu'on appelle le décolonial, je l'ai connu comme un champ universitaire où s'exprimaient des contradictions. Mais les gens se détestaient. Dans le champ décolonial, il y a des contradictions très très fortes. Il y a des options, des manières de penser qui sont absolument incompatibles. Et à un moment, décolonial est devenu le nom d'un camp. C'était désigné comme un camp. Cette opération, elle se fait aussi de la gauche vers la droite. Par exemple, pensez à la manière dont... Alors, ça a commencé, je m'en souviens, dans les années 2000 avec l'ouvrage de Daniel Lindenberg, par exemple, dont on a commencé à considérer réactionnaire, puis réac, comme un camp. Non pas comme un champ qui était traversé par des contradictions. Par exemple, il existe ce qu'on appelle la réaction avec un grand R historiquement, c'est la réaction à la Révolution française, aux Lumières, au XVIIIe siècle. Le premier grand réactionnaire, c'est Burke, puis il y a Bonald, De Maistre, tous ceux qui réagissent à la Révolution française. La réaction, d'abord, c'est un champ intellectuel. C'est-à-dire que les réactionnaires, ils ne sont pas d'accord entre eux. Pas du tout. Déjà, entre Bonald, Burke et De Maistre, vous avez des options très, très différentes. Ensuite, on a intégré dans ce champ les conservateurs, le conservatisme. Mais entre un conservateur et un réactionnaire, si vous considérez un champ, vous avez une différence qui est fondamentale. Le conservateur, il veut essayer de maintenir, par rapport au passage du temps, des usages, des coutumes. Le réactionnaire, il pense qu'il y a une corruption de la modernité, qu'il faut revenir à un état antérieur. Le réactionnaire, c'est un révolutionnaire inversé. Il veut revenir, il a un acte beaucoup plus radical. Il y a un moment, par exemple, à gauche, on a décidé que réac deviendrait un terme de camp qui permettrait d'envelopper les conservateurs et les réactionnaires. C'est évidemment une opération, c'est un coup de force. C'est le même coup de force que d'appeler théoriciens du genre, de les transformer en camp. Et vous voyez, ce coup de force, c'est vraiment un trait d'époque, c'est un trait de durcissement, en fait, du combat politique, par lequel on essaye de produire son ennemi. Et pour produire son ennemi, on transforme un champ qui était traversé par des contradictions en un camp uniforme. Et on s'adresse à ce camp, fasciste, réactionnaire, ou de l'autre côté, les genders, le décolonial, etc. Et ce qui se passe, qui me semble être un trait d'époque, c'est qu'on essaye de se constituer un nous, une identité politique, en disant « nous, on est un champ, on est traversé par des contradictions, on a des alliances, on a des stratégies, mais face à nous, on a un camp unifié. Donc il faut transformer l'adversaire ou l'ennemi en camp. » Sixième trait, pour essayer de poursuivre ce portrait sur le vif, trait par trait. Le sixième trait, je serai rapide, c'est quelque chose qui me semble apparaître, que j'aurais du mal à nommer clairement, qui a une autre opération stratégique qui correspond à une figure rhétorique qui s'appelle la prolepse. Qu'est-ce que c'est qu'une prolepse ? Une prolepse en rhétorique, c'est un effet de discours par lequel le discours, de façon performative, le discours produit par avance ce qu'il désigne par avance ce qu'il va produire. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez. J'étais frappé et sorti récemment un ouvrage qui a fait un petit peu de bruit, un ouvrage très étrange, un ouvrage anonyme qui s'appelle le Manifeste conspirationniste. Le Seuil a publié un manifeste conspirationniste où des auteurs, visiblement de gauche, plutôt du mouvement autonome, certains disent que c'est Julien Coupa lui-même qui l'aurait écrit, ou d'anciens membres du comité invisible, que Giorgio Agamben y aurait participé, on ne sait pas très bien. En tout cas, ça se présente comme un manifeste qui a une forme proche, parfois dans la rhétorique, d'ouvrages du comité invisible, comme l'insurrection qui vient, en tout cas d'ouvrages autonomes. Et cet ouvrage est un exemple vraiment de problème, parce que tout l'ouvrage est structuré par la différence entre nous et eux. Nous, l'ouvrage a pour but d'essayer de produire une sorte de conspirationnisme de gauche en disant, voilà, la pandémie a produit un effet sur le monde, un effet de révélateur, qui est tel que désormais,
Les seuls qui sont vraiment éveillés, qui sont vraiment conscients, ce sont ceux qui sont conspirationnistes, qui sont présentés comme inconscients, qui sont présentés comme abrutis et voyant des complots partout. Mais en fait, ce sont eux qui sont éveillés et qui ont raison sur la structure du monde, dominée par les puissants, et les effets de domination que le capitalisme tardif est en train de produire sur nos vies, les effets de surveillance, de contrôle, de discipline, etc. Donc, le but de ce texte, essayer de définir un nous, qui est un nous éveillé, conscient, par rapport à un eux qui est abruti, moutonnier, enfin, vous voyez le type de rhétorique, qui obéit aux ordres, qui ferme les yeux, qui n'a pas compris qu'ils étaient devenus des esclaves du système, etc. Ce qui est intéressant, c'est que presque tout le livre est structuré sur l'idée qu'il va produire un choc sur son lecteur, que le lecteur va avoir envie, quand on est un lecteur de gauche, de jeter le livre, de dire n'importe quoi. Et tout le livre repose sur l'idée que si on fait ça, on appartient à eux. On appartient à eux qui refusent de voir la vérité, de lire la vérité. Et c'est ça l'effet de Prolep, c'est-à-dire qu'on construit un discours dont on envisage les faits et on décide de construire l'adversaire, ou l'ennemi, eux, en disant « si vous critiquez ce livre, si vous ne voulez pas le lire, si vous considérez qu'il est idiot, que c'est une trahison, c'est que vous êtes passé dans l'autre camp. » Et je crois que c'est aussi un trait d'époque, c'est que vous avez un usage stratégique de nous et eux qui consiste par Proleps à produire des discours qui testent, qui vous testent, et qui disent en fait, si vous n'écoutez pas ce discours, c'est que vous êtes du côté de eux, vous n'êtes pas avec nous. Et qui correspondent vraiment à cet effet rhétorique, où en fait le discours n'a pas vraiment d'autre contenu que de produire pour effet ce qu'il est en train de décrire, c'est-à-dire un nous et un eux, et de diviser entre nous, c'est-à-dire ceux qui lisent, nous sommes de ce côté-là, et nous sommes du côté des éveillés, et eux, ceux qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas voir, qui n'ont pas compris. Septième trait, je trouve qu'on est en train de repérer petit à petit dans l'époque quelque chose, là aussi, de manière un peu expérimentale, que j'appellerais des hégémonies locales et des effets de minorité stratégique. Là aussi, je vais essayer d'expliquer. Le terme d'hégémonie, il est revenu à la mode, c'est un terme qui vient de la tradition de gauche. Il y a toute une théorie de ce qu'on appelle la métapolitique, qui est toute une théorie de l'hégémonie qu'on trouve chez un des grands théoriciens de la gauche communiste du XXe siècle, qui est Antonio Gramsci. Et chez Gramsci, qui a été un des responsables du Parti communiste italien, il y a l'idée que l'hégémonie, il y a une situation d'hégémonie, lorsque, en gros, je résume, vous êtes capable non pas d'imposer vos réponses à des problèmes, mais d'imposer vos problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la lutte politique ne se produit pas simplement entre différents programmes politiques, par exemple, mais dans la capacité culturelle, métapolitique, d'imposer son agenda, d'imposer ses problèmes. C'est celui qui impose ses problèmes dans la culture qui va être en situation d'hégémonie et donc qui va donner le là. C'est quelque chose qui s'est diffusé, tout le monde est devenu naturellement gramscien. Même Zemmour dit qu'il a lu Gramsci, ce qui n'est pas vrai, il n'a pas lu Gramsci, il n'a pas lu tous les cahiers de prison de Gramsci, mais il utilise cette idée. Donc il y a l'idée qui est rentrée dans nos mœurs politiques et dans notre structure politique, qu'il faut se poser la question de l'hégémonie. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question d'imposer ces questions, justement, et pas simplement d'imposer ses réponses. Plein de groupes politiques essayent de faire ça, c'est-à-dire c'est l'idée sur laquelle il faut imposer son agenda, il faut imposer ses questions. Voilà. C'est une sorte de Gramsci pas très bien compris, de Gramsci mal compris. Mais il a une conséquence, je trouve, c'est que du point de vue de Gramsci, en fait, il y avait une seule hégémonie. C'est-à-dire qu'il y avait un espace culturel, et à un moment, par exemple, Gramsci pense que la bourgeoisie est en situation d'hégémonie culturelle. C'est-à-dire c'est elle qui pose ses problèmes, c'est elle qui s'impose culturellement. Elle produit sa culture, elle s'impose au peuple parce qu'elle est en situation hégémonique, d'hégémonie culturelle. Or, on est dans une situation beaucoup plus bizarre et beaucoup plus compliquée, qui, je pense, nous définit, où on se retrouve avec des hégémonies multiples. Il y a plusieurs hégémonies. Vous n'êtes pas du tout dans le même monde culturel si vous allumez CNews, évidemment, ou si vous allez dans une école d'art. Vous n'êtes pas du tout dans le même monde culturel si vous venez ici, si vous venez au Théâtre du Rond-Point, ou si vous allez, ou si vous allumez Sud Radio, ou si vous allumez tel média ou tel autre, si vous lisez uniquement tel média, si vous allez sur tel site, etc. L'hégémonie locale, c'est le passage à un régime culturel où vous avez comme des royaumes, vous voyez, des sortes de royaumes éclatés, des royaumes médiatiques, des royaumes culturels. Le royaume de Bolloré en fait partie. Certains sont étendus, certains sont très puissants, le royaume de Bolloré est très puissant, mais vous avez aussi des régimes institutionnels, le service public en est un à sa manière, et d'ailleurs les gens de droite attaquent perpétuellement en disant le service public, France Inter, etc., c'est une hégémonie de la gauche culturelle. Et quel est l'effet de ça? C'est qu'en fait, chacun se constitue son hégémonie culturelle, mais s'exprime comme s'il était en situation de minorité stratégique. C'est-à-dire que même ceux qui sont en majorité peuvent arguer du fait que leur majorité, en fait, est localisée,
à un endroit, sur certains médias, dans certains espaces, pour se présenter comme minorité. Et on se retrouve dans une situation très étrange, une situation démocratique, encore démocratique, où la subjectivité politique s'exprime de telle manière que chacun a intérêt à se présenter comme étant en minorité, dans une situation de victimisation, etc. Donc n'importe quel camp, à peu près tous les camps, je ne sais pas, les antivax se présentent comme étant minoritaires, Zemmour se présente comme étant minoritaire, comme étant un résistant. Si on est gauchiste, on se présente comme étant minoritaire. Si on est du côté des luttes intersectionnelles, on se présente comme étant mis en minorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'articule à chaque fois une hégémonie locale. Chacun a son petit royaume, qui parfois est un royaume très réduit, dans lequel il se place en situation d'hégémonie culturelle, dans lequel il est dominant ou il impose son agenda, et ensuite se présente dans l'espace public comme étant en minorité stratégique. Pourquoi c'est intéressant d'être en état de minorité? Parce que quand vous êtes en état de minorité, vous pouvez vous permettre tout un tas de choses. Vous pouvez vous permettre d'être violent, par exemple, politiquement, quand vous vous présentez comme étant minoritaire. Vous n'avez pas à faire comme si vous aviez la responsabilité d'être majoritaire dans le pays. Et donc, on se retrouve avec une articulation où chaque subjectivité politique prétend à la fois à une hégémonie locale, une hégémonie culturelle locale. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui sont... Par exemple, il y a des thèmes progressistes de gauche qui sont en hégémonie dans le monde culturel, mais qui, par contre, si vous allumez CNews, sont en état de minorité complète. Là, ils sont minorés totalement. Ils sont minorés dans plein d'autres espaces publics. Et puis, vous avez au contraire des thèmes droitiers, sécuritaires ou sur l'islam, etc., qui sont en situation d'hégémonie, là aussi locale, même si elle est majeure dans certains réseaux de diffusion, sur certaines chaînes, mais qui vont se vivre comme étant en état de minorité stratégique, parce qu'ils vont arguer du fait que, par exemple, ils ne peuvent pas s'exprimer dans tel espace public, ils ne peuvent pas s'exprimer dans telle institution culturelle, etc. Et donc, sans cesse, chaque position va articuler son hégémonie culturelle locale et son état de minorité stratégique. À partir de ça, je poursuis, je vais aller plus vite. Il me semble qu'il y a un trait particulier, qui serait donc le 8e trait, une tentative de portrait, qui est en train de se développer et qui découle de cette situation d'hégémonie locale et de minorité stratégique. C'est une logique que j'appellerais cette fois de l'anticipation et du retour de bâton. D'abord, l'anticipation. Moi, j'ai toujours été très amateur de science-fiction, et j'ai vécu dans l'idée, qui était sans doute fausse en tant qu'amateur de science-fiction, que la science-fiction moderne, notamment la science-fiction qui s'élabore à partir de la contre-culture dans les années 60, et que la science-fiction était essentiellement une science-fiction de gauche qui produisait une critique de dystopie totalitaire, d'un cauchemar totalitaire, et qui produisait un imaginaire plutôt qui pouvait être un imaginaire très sombre, mais qui était un imaginaire de gauche. Il s'est passé quelque chose que j'ai vu en tant qu'amateur de science-fiction sur les 20 dernières années, c'est qu'a émergé un imaginaire d'anticipation droitier. Cet imaginaire d'anticipation droitier, il a commencé aux États-Unis d'abord par la conjonction entre l'imaginaire survivaliste et la fiction post-apocalyptique. C'est-à-dire l'idée qu'on allait produire, je ne sais pas si vous regardez Netflix, 40% de la production de Netflix, c'est de la production de fiction post-apocalyptique à destination des adolescents, du post-apocalyptique américain. Dans ces fictions post-apocalyptiques, petit à petit, vous avez une représentation qui s'est normalisée de l'imaginaire survivaliste. C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on survit à l'effondrement de la civilisation, l'apocalypse a eu lieu, l'homme est un loup pour l'homme, chacun doit se méfier de l'autre, comment faire pour survivre, on peut coopérer localement, mais on ne peut plus compter sur l'État, il n'y a pas d'État, il faut survivre, donc on doit réapprendre à chasser, on doit réapprendre à se nourrir soi-même, etc. Cet imaginaire, donc il y a eu d'une part tout l'imaginaire de l'effondrement et l'imaginaire post-apocalyptique qui s'est relié au survivalisme américain. Et puis il y a autre chose que je trouve intéressant, qui est l'émergence, cette fois plutôt en Europe, d'un imaginaire d'anticipation qui s'est mis à avoir des effets politiques à droite très forts. Je dirais par exemple que le principal thème aujourd'hui de campagne à droite et à l'extrême droite, c'est le grand remplacement. Au fond, quand on y pense, grand remplacement est un terme qui a été inventé par l'essayiste et écrivain Renaud Camus, très droitier ou extrême droitier. Au fond, le grand remplacement, quand on y pense, c'est au sens strict, de quelque manière qu'on le qualifie ensuite moralement et politiquement, c'est de la science-fiction. C'est un imaginaire d'anticipation qui consiste, et il y a toute une histoire de ça, qui consiste en deux opérations, qui consiste d'abord dans une inversion de la colonisation, que de mon côté j'ai bien connue. Je viens d'une famille pied noir, et dans la part de ma famille qui était droitière, mon grand-père qui était à l'OAS par exemple, il y a toujours eu cet imaginaire qui était
lié à la défaite, au sentiment de la défaite. Moi, j'ai grandi en Algérie, bien après la décolonisation, mes parents y étaient revenus, et à l'idée qui était présente donc, dans la part de ma famille qui était très droitière, que on, et ici par on ou par nous, il fallait entendre les Blancs, les Français, on avait colonisé l'Algérie, on leur avait apporté bien des choses, on avait construit des routes, on leur avait apporté la civilisation. Ils étaient vraiment très ingrats, puisqu'ils nous ont chassés, ils nous ont renvoyés par bateau en 62 du port d'Alger, et on a dû retourner en France. Mais que pire, et c'est ça qui explique en France l'émergence du Front National dans les années 70, maintenant ils venaient chez nous, c'est-à-dire l'idée d'une colonisation inversée. Et vraiment, dans ma famille, c'était quelque chose de très fort, un imaginaire qui jouait sur l'idée de l'inversion de la colonisation. Et c'est comme ça qu'a commencé Le Pen. Le Le Pen de 1974, il commence avec un imaginaire d'inversion de colonisation. C'est-à-dire non seulement ils nous ont chassés de la colonie qu'on avait installée chez eux, mais maintenant, ils viennent nous coloniser chez nous. Donc la première opération de science-fiction, d'anticipation, vous voyez, c'est d'inverser le rapport de domination, de dire en fait c'est nous les colonisés. Imaginaire sur lequel joue entièrement Zemmour. Aujourd'hui, les Français de souche sont colonisés, ce sont eux qui sont victimes d'une colonisation inversée par des populations qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais il y a une deuxième opération. Cette deuxième opération, c'est une opération d'accélération. C'est une opération d'accélération qui vient en fait de la science-fiction, qui consiste par l'imaginaire à accélérer des effets d'inversion justement d'une domination. Par exemple, vous voyez apparaître des fictions, qui sont des fictions très importantes, je crois, dans l'imaginaire de droite, où par l'imaginaire, on accélère l'inversion, par exemple, de la domination masculine. On dit, mais la domination masculine, en fait, c'est passé, maintenant, c'est les femmes qui dominent. En fait, on est passé du patriarcat au matriarcat. Et donc, on va inverser et on va accélérer les effets, en disant, oulala, en fait, la libération des femmes, elle a produit un effet, maintenant, c'est les hommes qui sont dominés. Et tout le discours masculiniste repose sur une opération d'anticipation, où on dit, en fait, vous voyez, même le fait de se dire masculiniste, c'est calqué sur le fait de se dire féministe. Il faut inverser les choses, c'est nous qui sommes dominés. Ou bien, dans tout un tas de fictions, par exemple, que vous trouvez sur Internet, vous avez eu un sous-genre au moment où Obama a été élu, un sous-genre de fiction de droite où on se représentait un Pentagone et une Maison Blanche qui étaient devenus une Maison Noire. C'est-à-dire, les États-Unis n'étaient plus le pays de la white supremacy, de la suprématie blanche, mais de la suprématie noire. Donc, vous voyez, on inverse et on accélère. C'est-à-dire, on dit, ouh là là, il y a eu tellement d'émancipation des Noirs que maintenant, ils ont pris le pouvoir, c'est eux qui sont dominants. Et tout cet imaginaire, vous voyez, il repose sur l'idée d'anticipation, d'accélération, d'inversion d'une domination et d'inversion d'un phénomène qu'on connaît bien, qui est le retour de bâton. Le retour de bâton, en anglais, le backlash, c'est quelque chose qui a été analysé dans les études féministes dès les années 90. Vous avez beaucoup de textes là-dessus. C'est l'idée suivant laquelle, dès que vous avez un mouvement progressiste et l'émancipation d'une population, par exemple l'émancipation féminine, qui, avec disons, le féminisme de la deuxième vague après-guerre, obtient des droits, on obtient le droit de vote, un certain nombre de droits, le droit d'avoir un compte bancaire, la signature, etc. Dès que vous avez une avancée des droits, vous avez un backlash, vous avez un retour de bâton. Et le retour de bâton, c'est que derrière toute progression des droits, vous avez un effet inverse, comme la loi d'action et réaction chez Newton. Vous avez l'action et vous avez la réaction. Au sens strict, être réactionnaire, c'est produire cette réaction. C'est-à-dire, à la fois, c'est aller trop loin, ou ceux qui étaient dominés, qui demandent des droits, sont maintenant dominants. Donc les femmes sont dominantes, ou les noirs sont dominants, etc. Et il me semble qu'un trait d'époque, si on essaye de caractériser ce que nous sommes, c'est que, vous voyez, par ces imaginaires d'anticipation, le backlash est accéléré. Par exemple, on a affaire à... Vous voyez, lorsque MeToo émerge, en fait, le backlash arrive très très tôt. C'est-à-dire que très tôt, de façon accélérée, quasiment la première semaine de MeToo, on commence à avoir des discours qui sont inquiets des conséquences que pourrait avoir MeToo. Donc on accélère le retour de bâton. Et c'est toujours par un imaginaire d'anticipation. C'est-à-dire on essaye d'aller le plus vite possible aux effets pervers possibles d'un mouvement d'émancipation ou d'un mouvement progressiste, etc. Et on pourrait même, je crois, de cette manière, définir aujourd'hui ce que c'est qu'être réactionnaire, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette position. Donc on pourrait dire être réactionnaire aujourd'hui, c'est aller directement aux effets pervers d'une émancipation et l'accélérer par la pensée. Donc dire immédiatement, oulala, là, il y a tel type de population qui a gagné des droits ou qui revendique ses droits, qui a fait un pas en avant. On va aller immédiatement aux effets pervers de cette émancipation et on va y réagir. C'est ça, être réactionnaire. 9e trait, j'approche de la fin, c'est un effet politique dans le discours public qui me semble être un trait d'époque, qui est un des effets de cette anticipation, de cette accélération des retours de bâton. C'est l'effet de disqualification. Alors, c'est difficile... on parle de disqualification, par exemple, plutôt à droite, on parle de disqualification pour
déterminer ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire une culture qui essaierait d'annuler, d'empêcher des événements. Un orateur de droite ou qui va s'exprimer contre l'avortement n'aurait plus le droit d'être invité, ne pourrait plus s'exprimer à l'université, où il y aurait aussi des ouvrages qui seraient relus, corrigés. Donc l'idée qu'on produirait vous voyez toutes les querelles autour des statuts, on déboulonnerait des statuts, on enlèverait des statuts. L'idée qu'il y aurait une sorte de culture de l'annulation, la cancel culture, mais plus généralement une culture de la disqualification. Or, cette disqualification, elle me semble être partagée par à peu près toutes les subjectivités politiques de tous les camps. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler disqualification ? Il me semble qu'on a affaire à un espace plus ou moins démocratique de débat public, où un des enjeux est d'arriver à éliminer, donc à disqualifier le plus d'adversaires ou le plus d'ennemis possible. Et cette disqualification, elle a lieu stratégiquement par un effet de triangle, de plus en plus, je crois, entre le discours, l'acte et la personne. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer. On va disqualifier, par exemple, un discours en montrant qu'il vient d'une personne et que de cette personne, on ne peut rien attendre que ce type de discours, donc on ne va pas écouter son discours parce qu'il vient de telle personne. Donc on disqualifie le discours du fait de la personne qui a tenu ce discours. On sait bien, on n'est pas naïf, on sait bien qui est cette personne, on ne va même pas aller écouter ce qu'elle dit. Cette personne elle-même, elle peut être disqualifiée par un acte qu'elle a commis, et l'acte va disqualifier la personne qui disqualifie le discours. Mais ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire qu'un discours, à un moment, va disqualifier une personne, et va donc disqualifier les actes de cette personne. De la même manière, une personne peut, telle qualification d'une personne peut mener à la disqualification de son discours ou à la disqualification de ses actes, en jouant dans un effet de triangulation sans cesse, et en essayant de ne pas distinguer les discours, les actes et les personnes. Tout ce qui est attribué à la personne est attribué comme par effet magique à tous ses actes. Tout ce qui est attribué à tous ses actes est attribué à tous ses discours, et tout ce qui est attribué à tous ses discours est attribué à toute la personne. Et je pense que c'est lié à un effet dans le débat public où on a l'impression qu'on ne peut pas parler avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible politiquement. Donc il faut éliminer, il faut disqualifier. Et pour disqualifier, on produit ces effets de triangulation où on va chercher un acte ou un discours ou une personne, et les qualités de la personne vont se transmettre à son discours ou à ses actes, et inversement, et ça va permettre d'éliminer le plus possible d'autres sujets politiques. 10e trait. Avec ces processus de disqualification, il me semble qu'on a affaire de plus en plus, si on progresse dans la caractérisation de ce qu'on appelle nous, et donc aussi de ce qu'on appelle eux aujourd'hui, on a affaire à la construction, dans tous les camps, d'ennemis, d'adversaires ou d'ennemis, qui distinguent entre deux catégories d'ennemis, me semble-t-il, qui sont des vieilles catégories de la politique, mais qui sont en train de s'accentuer. Il y a une catégorie qui est, pourrait-on dire, l'ennemi qu'on reconnaît en tant que tel, qui est vraiment l'ennemi fort, l'ennemi existentiel, celui à qui on s'oppose, celui qui a des intérêts radicalement opposés aux nôtres, des idées radicalement opposées aux nôtres, et qui est un ennemi qu'on combat, mais qu'en quelque manière on respecte. C'est l'ennemi absolu. Le problème, ce n'est pas l'ennemi absolu. Le problème, c'est ceux qu'on va appeler eux, et qu'on va considérer comme étant les complices de cet ennemi, ou les idiots utiles de cet ennemi. Il y a plein de termes. Je vais prendre quelques exemples. Si on prend le point de vue de Zemmour, aujourd'hui, par exemple, dans la campagne politique, Zemmour, plusieurs fois, dans ses discours, est allé dire qu'il respectait, par exemple, les islamistes radicaux. C'est son ennemi absolu. Il les respecte parce qu'il croit à quelque chose, ils sont francs, il comprend leurs discours, ils défendent leurs intérêts, il va les combattre de manière chevaleresque, comme au temps des croisades, les chrétiens vont les combattre, Saladin, etc. Il a cet imaginaire-là. De la même manière, vous savez, Zemmour, par exemple, a fait un livre d'entretien avec Tariq Ramadan, où il le présente comme son ennemi, un ennemi franc, clair, net. Mais le problème dans la construction de Zemmour, ce n'est pas cet ennemi franc et net, c'est ceux qui sont les complices idiots de cet ennemi. Donc c'est ceux qui va appeler les islamo-gauchistes, c'est ceux qui va appeler tous ceux qui à gauche sont les complices de l'islam radical, etc. Donc vous voyez, ce qui s'articule toujours, et en fait dans tous les camps, ce qui est en train de s'articuler, c'est deux figures de l'hostilité. L'ennemi absolu, celui qu'on combat, et on le respecte parce qu'il est franc. C'est son ennemi, il n'y a pas de souci. Et il y a ceux qui deviennent les idiots utiles, qui sont les complices, par bêtise, de cet ennemi. Et il y a trois moyens d'essayer de comprendre et de présenter pourquoi est-ce que certains se font les complices, malgré eux, ou les idiots utiles de notre ennemi. Il me semble qu'il y a trois figures. La première figure, c'est une figure ancienne, en fait, qui vient du marxisme, c'est l'idée d'aliénation. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a des ennemis qui n'ont pas compris leur propre intérêt, ils sont aliénés, et que, malheureusement, ils font le jeu de l'ennemi. Donc l'idée d'aliénation, c'est l'idée, on va essayer de déposséder à chaque fois l'adversaire
de sa capacité à savoir ce qu'il fait. Ils sont aliénés, ils ne savent pas ce qu'ils font. On va considérer qu'on a face à soi, par exemple, des gens qui font le jeu de l'ennemi parce qu'ils sont aliénés, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles à leurs propres intérêts. Il y a une deuxième figure qui émerge dans le débat public, c'est la figure de la bêtise. On va dire, en fait, ils sont juste bêtes, qui est une figure plutôt littéraire, qui vient de Flaubert, etc. C'est l'idée vraiment, ils ne sont pas aliénés, ils sont juste bêtes. Par exemple, on va dire, c'est le discours de certains qui, par exemple, dans leur opposition aux anti-vax, vont dire, en fait, eux, ils n'ont rien compris, ils sont juste bêtes, ils sont crétins, ils sont idiots. Donc on va disqualifier l'adversaire en reconnaissant, par exemple, qu'il y a un ennemi réel, cet ennemi, il sait ce qu'il fait, mais tout autour, le problème, c'est tous les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, soit parce qu'ils sont aliénés, soit parce qu'ils sont bêtes, et qui font le jeu de notre ennemi. Et il y a une troisième figure, qui est aussi une figure d'époque, je trouve, qui vient d'une sorte de lecture un peu bizarre d'ouvrages scientifiques, qui est l'idée de biais cognitif. On va dire, en fait, si les gens sont idiots, s'ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, s'ils sont en train de faire le jeu de notre ennemi, s'ils ne voient pas où sont vraiment leurs intérêts, on est désespéré parce qu'on dit « mais vous devriez être dans notre camp, qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous faites le jeu de l'ennemi? Vous êtes vraiment idiots ?» En fait, vous n'êtes pas idiots, vous avez des biais cognitifs, c'est-à-dire que vous n'agissez pas rationnellement, parce que, et là, vous avez tout un tas de discours qui vont être des discours rationalistes, qui vont identifier des biais cognitifs chez l'ennemi. Le propre de ces trois discours, le discours qui est un discours ancien, marxien de l'aliénation, le discours plus littéraire de la bêtise, simplement, l'ennemi est bête, ou le discours scientifique ou pseudo-scientifique du biais cognitif, c'est de déposséder, en fait, cet ennemi de la connaissance de ce qu'il fait. C'est-à-dire cet ennemi, il ne sait pas, au sens chrétien, il ne sait pas ce qu'il fait. Vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, c'est très compliqué parce que ça introduit, vous voyez, un double rapport à, d'une part, un ennemi à qui on s'adresse, qui est l'ennemi absolu, celui qui a des intérêts opposés aux nôtres, qui a des idées opposées aux nôtres, et ensuite, on crée une masse tout autour, un « eux » massif d'idiots, d'imbéciles, d'aliénés, qui ne savent pas ce qu'ils font, soit parce qu'ils sont aliénés, soit parce qu'ils sont bêtes, soit parce qu'ils ont des biais cognitifs. Ils ne voient pas la raison. Et à ça, on va opposer, 11e trait, par contraste, nous. Et nous, on va le construire comment ? En réponse, je crois qu'il y a trois figures. Soit on va considérer que nous sommes ceux qui sommes conscients, on n'est pas aliénés, on est conscient, on a conscience de nos intérêts, on a conscience de nos idées. Soit la figure de la raison, nous, on est des êtres rationnels. Les autres, l'adversaire, l'ennemi, ils sont idiots, ils sont bêtes. On va déplorer, par exemple, à gauche, on va dire, mais pourquoi est-ce que les classes populaires votent pour le Front National ? Est-ce qu'ils sont bêtes ? Est-ce qu'ils ont un biais Est-ce qu'ils ont un biais cognitif ? Qu'est-ce qui se passe ? On se met à déplorer, comme ça, que ceux qui devraient être avec nous, dont on voudrait défendre les intérêts, ne sont pas avec nous, de fait. Ils ne sont plus avec nous. Et donc, on va se constituer, soit comme étant conscients, soit comme étant du côté de la raison, soit, et ça me semble être la vraie figure d'époque, comme étant les éveillés. Et le terme d'éveil, c'est drôle parce que vous le retrouvez dans des camps très différents. C'est vraiment un trait d'époque, puisque éveil, c'est la traduction exacte de woke. Donc le wokisme, qui est reproché à toute une part de la gauche aujourd'hui, de la jeune gauche, c'est l'idée qui est née dans les luttes afro-américaines, chez les Afro-Américains, à partir des années 60. C'est l'idée de ceux des Afro-Américains qui se mettaient à être éveillés sur leurs propres conditions, sur la domination blanche aux États-Unis, et donc qui cessaient de jouer simplement le jeu et qui s'éveillaient à la domination, qui comprenaient, qui devenaient conscients, qui devenaient lucides. Woke est devenu un terme général pour qualifier, surtout chez ses adversaires, une jeunesse qui, prenant conscience de formes de domination raciale, de domination de genre, etc., deviendraient des guerriers de la justice sociale qui, sous couvert d'éveil, en fait, deviendraient des illuminés. Donc quand on critique l'éveil, ça devient l'illumination. On critique ceux qui sont éveillés comme étant des illuminés. Mais à côté, la figure de l'éveil, pour dire qui nous sommes, il me semble qu'elle est très forte, par exemple, dans tout le camp, dans tout le champ anti-vax. Si vous lisez, en fait, alors, d'une part, de la littérature conspirationniste ou complotiste, ou qu'on appelle parfois confusionniste, si vous lisez aussi des arguments qui circulent chez des gens qui sont anti-vax, ou avec toutes les gradations, entre simplement anti-pass sanitaire ou anti-vax historique contre la vaccination en général, la figure majeure pour dire qui nous sommes, c'est nous sommes les éveillés. Nous sommes ceux qui avons gardé les yeux ouverts alors que le troupeau moutonnier a fermé les yeux, obéi aux ordres, à l'État, etc. Et donc le « nous » est constitué, vous voyez, par rapport à un « eux » qui est aliéné, bête ou travaillé par des biais cognitifs, comme étant ceux qui sont du côté de la conscience, de la raison et de l'éveil. Alors, j'arrive vers la fin.
me semble que le portrait va nous permettre peut-être de dessiner, de faire émerger une sorte de figure de l'état de notre subjectivité politique. D'abord, il me semble, vous voyez, que ce qui ressort de ces premiers traits, c'est un effet, je dirais, une sorte d'effet de pression qui pèse sur tous, c'est-à-dire que vous voyez que chacun de ces traits produit des effets de dilemme ou de tenaille, où on a l'impression d'être pris d'un côté et de l'autre, et même si c'est implicite, même si on ne le verbalise pas, on sent qu'il est difficile de trouver une subjectivité politique, il est difficile de dire nous, qu'il y a un système d'injonction contradictoire, qu'il y a des systèmes de pression, qu'il y a des systèmes de sorte de chantage, de vieux chantage, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, etc. Et que ces systèmes de pression, ils produisent ce qui me semble être le 12e trait de mon portrait, qui est une atmosphère générale qui pèse sur nous de ce que j'appellerais une libéralité autoritaire, dans tous les camps, pour des raisons souvent très différentes. Si je devais qualifier l'atmosphère générale de la subjectivité politique dans tous les camps, très à droite ou très à gauche, au centre, quel que soit le degré d'engagement politique, ça serait cette impression, cette atmosphère générale d'une libéralité autoritaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là la transformation de plus en plus rapide de phrases qui pourraient commencer par « tu peux faire ci, tu peux faire ça », en phrases qui commencent par « tu dois ». En fait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je vais vous en donner quelques impressions, quelques exemples. Par exemple, il me semble que ce qui provoque le plus de réactions virulentes, de réactions physiques presque, chez ceux qui basculent du côté, par exemple, des anti-vax aujourd'hui, dans la situation sanitaire qui est la nôtre, c'est l'impression qu'il y aurait un détournement du libéralisme vers des formes autoritaires. Donc c'est l'impression que le tu peux te faire vacciner devient un tu dois. C'est l'impression que ceux qui tiennent un discours sur la vaccination sont passés d'un discours de la liberté, de l'objection de conscience possible, etc., à un discours de l'obligation vaccinale. Et donc il y a des gens qui sont très sensibles à ça, et c'est qui ça provoque une réaction très virulente, qui ne voient que ça, qui n'entendent plus que ça, qui ne peuvent plus entendre aucun argument sanitaire, aucun argument de politique sanitaire publique, qui ne voient que quelqu'un qui a transformé le tu peux faire ci, en tu dois le faire. Et que donc, on a affaire à un nom de liberté qui, en fait, est devenu le nom d'une obligation. Mais de la même manière, pour essayer d'essayer de saisir ce qui est une atmosphère, un effet atmosphérique de libéralité autoritaire, il me semble qu'on a aussi l'impression, alors dans le camp qui est plutôt le mien, à gauche ou à l'extrême gauche, j'ai aussi l'impression qu'il y a une vitesse de transformation de plus en plus rapide de possibilités qui sont présentées comme tu peux. Vous voyez, je vais revenir sur la possibilité de l'écriture inclusive, où moi j'étais assez enthousiaste au début sur l'idée que l'écriture inclusive, en fait il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs formes, et ça pourrait être un champ d'expérimentation, y compris un champ d'expérimentation poétique, par lequel d'autres formes de subjectivité, neutres, multiples, non-genrées, binaires, pourraient s'exprimer, et que, au fond, ce qui était intéressant, c'était que, dans une forme presque plutôt littéraire, on aurait d'autres options linguistiques qui apparaîtraient. Et donc, dans un premier temps, m'est apparue la question de l'écriture inclusive comme un tu peux. Peut-être que tu peux énoncer différemment les personnes, peut-être que tu peux parler ou écrire différemment, pourquoi pas. Sauf que très très vite, ce tu peux qui était du côté de l'antinormativité, de la contestation de la normativité, est devenu une question de norme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut renormer les documents administratifs ? Est-ce qu'on doit écrire en écriture inclusive ? C'est-à-dire que très très vite, le tu peux s'est reformé en tu dois. L'antinormativité s'est transformée en question de normativité. Est-ce qu'il faut produire des documents administratifs, des documents officiels ? Est-ce qu'il faut s'adresser aux étudiants, etc., en utilisant un pronom neutre, un pronom épicène, etc. Et c'est devenu des questions de normes. Et donc, je crois qu'il y a l'impression aussi, qui est une impression d'époque, que la subjectivité politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, se sent soumise à des effets de pression où très très vite les tu peux deviennent des tu dois. Où très très vite, en fait, ce qui apparaît comme de la libéralité se transforme en mouvement autoritaire. Et ça me semble être le dernier trait. J'aimerais finir là-dessus par un trait, ce qui est à la fois un trait d'époque et une possible sortie de cette impression d'étouffement de la subjectivité politique. J'aimerais donc terminer sur l'impression que le dernier trait qui me semble définir, qui me semble pouvoir tracer un portrait de ce que nous sommes, de ce que ça veut dire que de dire nous aujourd'hui politiquement, c'est un effet de scission qui me semble très net autour de la valeur qui, pour moi, est la valeur politique essentielle, qui est la valeur d'émancipation.
Et pour finir, ce sera mon 14e trait, j'essaierai d'esquisser, non pas une solution, mais au moins une sortie, quelque chose qui permette de se soulager de cet effet de pression d'époque. L'émancipation, puisqu'à un moment, il faut essayer de définir son camp, dont on parle, moi j'ai l'impression de parler depuis le camp ou la tradition de l'émancipation. L'émancipation, vous savez, ça veut dire sortir de la main, et de la main du maître, en fait. Ça veut dire échapper à la main du maître. C'est un but politique qui, dans la modernité, d'abord vient de la tradition de l'esclavage, de ce qu'on appelle le marronnage. Vous savez, les esclaves marrons, c'était ceux qui, au Brésil notamment, mais pas seulement, mais ça a été très majoritaire au Brésil, se sont mis à s'échapper des propriétés, et pour aller, donc s'échapper, c'était marronner. Alors on ne sait pas très bien d'où ça vient. Est-ce que ça vient du terme français marron, les esclaves marrons? Est-ce que ça vient du terme espagnol cimarron? Les esclaves marrons, c'est ceux qui s'émancipaient, c'est-à-dire sortaient de la main du maître et essayaient d'aller créer leur propre royaume. Vous avez eu des royaumes d'esclaves à partir de la fin du XVIe siècle, dans toute la Mata Atlantica, dans toute la forêt atlantique. Vous avez ce qu'on appelle des quilombos, et vous avez eu la Palenque, par exemple, qui sont des grands royaumes d'esclaves, avec parfois des centaines, parfois des milliers d'esclaves, avec des grandes figures, Anastasia, par exemple, qui sont historiquement les premiers émancipés. Évidemment, il y a une histoire bien avant ça de l'émancipation, l'histoire de l'émancipation en Occident qui passe par Spartacus, déjà les révoltes d'esclaves. Mais le terme d'émancipation, vraiment, dans la modernité, il vient de l'histoire de l'esclavage et du fait d'échapper à la main du maître et d'essayer de créer son propre royaume. Créer son propre royaume à l'écart des propriétés du maître ou des maîtres. Et dès ces royaumes d'esclaves, il y a deux sens. Il y a deux sens qu'on donne à l'émancipation qui organisent des débats et des contradictions violentes parmi les esclaves marrons. Soit il y a ceux qui vont prendre le chemin du marronnage et de l'émancipation en recherchant la reconnaissance. C'est ce qui va donner, à mon sens, toute une tradition qui va aller jusqu'aux réformateurs dans la politique européenne, ou les réformistes au XIXe siècle, ceux parmi l'international après Marx et Engels qui vont être du côté des réformistes et pas des révolutionnaires. C'est déjà ceux des esclaves qui disent, en fait, ce qu'on cherche en s'émancipant, on cherche à être reconnu. Donc on cherche à ce que les maîtres promulguent des lois avec l'Église qui reconnaissent le fait que nous sommes des personnes, nous avons des droits, donc que nous ayons des droits, que nous devenions des personnes de droit. Donc, en un premier sens, l'émancipation, ça a été la recherche de la reconnaissance. Être reconnu, c'est quoi? C'est devenir quelqu'un, socialement. Puisque l'esclave, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas une personne sociale. Donc c'est pouvoir devenir quelqu'un. Mais il y a un autre sens, c'est que dans les débats violents qui traversent les esclaves marrons à l'époque, il y a ceux qui ne veulent pas de la reconnaissance, qui disent en fait demander la reconnaissance du maître, c'est encore être prisonnier du maître. C'est encore demander, quémander, voyez, au maître qu'il nous reconnaisse. Et c'est ceux qui veulent fonder d'autres royaumes, d'autres cultures dans la forêt, c'est celles qui veulent échapper au maître. Et le slogan de tous ces esclaves, c'est l'invisibilité, c'est devenir invisible. C'est-à-dire c'est partir des propriétés et ne plus exister, ne plus être visible. Et l'autre sens de l'émancipation, c'est quoi? C'est échapper à la visibilité, c'est échapper justement à la reconnaissance pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre, pour pouvoir devenir n'importe qui, avoir la possibilité de créer son propre royaume et de se créer sa propre identité. Et dès le départ, je crois que de manière constitutive, avant la Révolution française, avant toutes les luttes d'émancipation qui traversent l'Europe au XIXe siècle, 1848, la Commune, l'émancipation, elle est scindée entre ces deux possibilités. Et ce qui revient dans l'époque, c'est, je crois, de manière dramatique, un peu dure, cette scission dans l'émancipation. Aujourd'hui, si nous disons « nous qui sommes du côté de l'émancipation », je crois que nous pouvons dire les deux. Le terme a une ambiguïté fondamentale qui fait que, réfléchissez un peu aujourd'hui. Dans le camp de l'émancipation, vous avez d'une part ce qu'on appelle les politiques de l'identité. À mon avis, c'est mal trouvé. C'est vraiment les politiques de la reconnaissance. C'est quoi? C'est du côté du droit des minorités, du droit des subalternes, ceux qui vont réclamer le droit pour les personnes homosexuelles, le droit pour les personnes trans à être reconnues, qui vont militer contre la grossophobie. C'est ceux qui vont être des militants postcoloniaux ou décoloniaux, qui vont demander la reconnaissance des personnes racisées, non blanches, qui vont être dans un militantisme noir ou dans un militantisme, en tout cas qui réclament des droits, et de la reconnaissance. Et quel est le terme clé dans toute cette part des luttes d'émancipation? La visibilisation. C'est dire on ne veut plus être invisible. Nous, gays, nous, lesbiennes, on ne veut plus être invisibles. Nous, personnes non valides, on ne veut plus être invisibilisés.
Donc vous avez toute une part de gens qui disent nous, et de bonne foi, hein, et c'est vraiment dont le moteur politique est pour s'émanciper de demander la reconnaissance, c'est-à-dire la visibilisation, devenir visible. Ces gens qui demandent à devenir visibles, c'est-à-dire qui demandent des quotas, qui demandent la représentation. Ce qu'ils veulent, c'est une politique de la représentation. Ils veulent apparaître. Ils ont été invisibilisés, ils veulent apparaître et être reconnus comme des personnes. Et puis vous avez l'autre moitié des politiques d'émancipation, c'est ce que vous trouvez dans la rue, désormais, à peu près à chaque fois qu'il y a de grands mouvements sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond? Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes manifestations de rue depuis le début des années 2000? Petit à petit, vous avez remarqué, avec l'augmentation des caméras de surveillance, avec l'augmentation de la surveillance policière de ces manifestations, les manifestants se sont mis à mettre d'abord des cagoules, début des années 2000, sommet d'altermondialisation, puis des capuches, et à essayer de produire des effets d'anonymat, c'est-à-dire à s'invisibiliser. Et dans cette tradition-là, qui est une tradition autonome, qui est la tradition, mais aussi la tradition des hackers, la tradition pirate, qui est la tradition de toutes les luttes d'émancipation révolutionnaire qui contestent une société de contrôle, une société de surveillance, une société de discipline. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de devenir invisible. Pourquoi? Parce qu'être rendu visible, c'est avoir une identité, avoir des papiers d'identité, être contrôlé, être identifié par le pouvoir. Et donc l'autre sens de l'émancipation, qui est en train de se séparer, c'est dire s'émanciper, c'est s'arracher à la visibilité. La visibilité, c'est le pouvoir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez une contradiction, en fait. Et ça, c'est vraiment un trait d'époque qui vient de loin, qui vient de l'histoire de l'esclavage. Mais quand vous dites « je veux m'émanciper », est-ce que vous voulez dire « je veux devenir visible » ou vous dites « je veux devenir invisible » ? Est-ce que vous dites « je veux devenir quelqu'un » ou vous dites « je veux cesser d'avoir à être quelqu'un » ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, s'émanciper pour le sujet politique? Et c'est une contradiction profonde. Et dans les milieux militants, par exemple, vous sentez cette contradiction par le fait que, par exemple, des militantes féministes ou des militants décoloniaux vont dire à des gens qui sont du côté des autonomes, qui demandent l'anonymat, qui demandent l'invisibilisation, vont dire « mais en fait, c'est un luxe. Vous demandez à pouvoir être invisibilisé parce que vous êtes déjà visible. Et donc, vous essayez de vous invisibiliser. Mais nous, minorités, nous, subalternes, on n'a jamais été rendus visibles sur la scène sociale. Donc, c'est pour ça qu'on demande de la reconnaissance. Et les autres, de l'autre côté, disent « mais en demandant la reconnaissance, quiconque demande la reconnaissance reconnaît celui à qui il demande de la reconnaissance. Donc, si vous demandez de la reconnaissance à l'État, vous reconnaissez l'État. Si vous demandez de la reconnaissance à une institution, vous reconnaissez cette institution. Si vous demandez de la reconnaissance par le monde des entreprises, vous reconnaissez le monde des entreprises. Et c'est une réelle contradiction autour de l'idée d'émancipation. Et j'aimerais finir sur cette idée que si on essaye de brosser un portrait de ce que nous sommes, de ce que ça signifie, quand nous disons « nous » aujourd'hui, ce que ça signifie d'essayer de prendre conscience de cette atmosphère, je trouve, de pression de libéralité autoritaire, par lequel on se retrouve avec un nous, vous voyez, qui est un nous sans cesse scindé, qui peut plus ou moins stratégiquement basculer d'un côté ou de l'autre, qui est sans cesse pris dans des effets de stratégie de proche en proche, qui essaye de se constituer des ennemis, qui essaye de produire des champs qu'il va transformer en camps. Vous voyez, tout ce que j'ai essayé de vous décrire, je pense que ça pèse, en fait, sur plus ou moins consciemment sur notre subjectivité politique, quels que soient nos intérêts ou nos idées, et que le seul moyen d'échapper à ça, c'est de chercher l'émancipation. Mais l'émancipation, elle est scindée. C'est-à-dire, on ne sait pas si, quand nous disons « nous », nous essayons de constituer un « nous » dont nous demandons la reconnaissance. Est-ce que nous demandons à être reconnus? Est-ce que nous disons « nous » nous gays, ou nous ouvriers, ou nous jeunes, nous demandons à être reconnus, nous voulons être reconnus par l'État, nous voulons être entendus, nous voulons être vus? Ou est-ce que nous disons non, nous ne voulons pas être entendus, nous ne voulons pas être vus, nous voulons échapper justement à la visibilité, au fait d'être entendus, nous voulons faire tout autre chose, nous voulons pouvoir cesser d'avoir à être quelqu'un et devenir n'importe qui d'autre? Il me semble que la seule formule de l'émancipation à laquelle on peut tenir, qui permet d'échapper à ces effets de tenaille, de pression, c'est de dire que l'émancipation, au fond, ça devrait toujours être la chose suivante, c'est pouvoir être quelqu'un pour avoir la possibilité de cesser de l'être. C'est-à-dire que pour pouvoir demander à être invisible, pour pouvoir demander à s'émanciper au sens de s'échapper de tous les dispositifs d'identification, etc., il faut avoir été identifié. Et que donc il faut articuler les deux, c'est-à-dire que demander la reconnaissance d'identité minorée, subalterne, etc., c'est des luttes nécessaires, c'est des luttes qui doivent rester des moyens, qui ne peuvent pas être des fins de l'émancipation, qui sont juste des moyens de l'émancipation. Parce que pour pouvoir cesser d'être quelqu'un, pour pouvoir libérer la subjectivité, notre subjectivité de cet effet de pression, d'avoir à être nous, d'avoir à nous identifier, d'avoir à dire qui nous sommes et de prendre en charge ce poids-là, il faut pouvoir avoir été reconnu.
Si on n'a pas d'abord été reconnu, on ne peut pas déserter, on ne peut pas essayer d'échapper, on ne peut pas se libérer en ce sens-là. Et donc, que la seule formule en fait, qui vaut de l'émancipation, c'est lutter pour que chacun puisse avoir la possibilité d'être suffisamment reconnu, d'être quelqu'un, pour avoir la possibilité de cesser de l'être. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse en discuter. Peut-être allumer la lumière pour que je vous voie aussi. Je ne m'adresse pas à un nous noir et vide. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de cette conférence. Vraiment, je la trouve passionnante. Mais j'ai une question qui n'est pas une critique. Bon, je suis un peu plus âgée que vous, et j'ai l'impression que la plupart des traits caractéristiques du nous politique de l'époque, ils étaient les mêmes il y a 50 ans, et d'après mes connaissances historiques, même un peu avant. Et donc, je ne vais pas reprendre trait par trait, mais je pense dos contre dos, prescriptif, descriptif, enfin, bon, je ne sais pas, certains sont peut-être spécifiques pour moi, mais mettons que plus de la moitié ou les 2/3 ne sont pas spécifiques. Il y a probablement une accélération et un grossissement. Donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait vraiment spécifique, à notre époque contemporaine? Parce que sinon, l'analyse, moi, parfait. Non, je suis d'accord avec vous. Il me semble qu'il y a deux choses que je n'ai pas pu exprimer, ou qui n'étaient pas claires, ou que je n'ai pas dit. C'est que je suis d'accord avec vous. Je pense en effet que chacun des traits que j'ai essayé de saisir est un trait, alors non seulement qui existait déjà après-guerre, mais qu'en fait un trait de l'histoire politique au moins moderne et peut-être en deçà. Mais d'abord, vous avez raison, alors je pense qu'il y a un effet d'accélération, mais aussi d'inflammation. C'est-à-dire ces traits sont inflammés, sont rendus sensibles. Ensuite, il me semble que parfois, c'était des traits qui apparaissaient dans la vie politique de manière beaucoup plus locale. Par exemple, vous voyez le renvoi dos à dos. Il y avait un nom qu'on donnait à la stratégie du PC français. Par exemple, longtemps, on parlait, vous savez, de campisme. Le campisme, c'était en fait une expression, là aussi, d'une vieille idée, suivant lequel l'ennemi de mon ennemi est mon ami, par exemple. C'est-à-dire qu'on allait fonctionner par logique de camp, et dans le cadre de la guerre froide, le PC allait choisir ses amis et ses ennemis par rapport aux États-Unis, et donc trouver que tout ennemi des États-Unis, même s'il n'était pas très fréquentable, était potentiellement mon ami, donc on allait faire une alliance comme ça. Et ça, c'est des formes qui existaient, mais qui existaient dans la politique militante, et qui existaient de manière plutôt localisée et chez les militants. Quelque chose qui me semble un trait d'époque, c'est une démocratisation en fait, de ces formes politiques qui étaient plutôt réservées aux militants, qui étaient quand même des militants professionnels. Si on prend le PC, il y avait des militants professionnels qui pratiquaient déjà le combat politique avec des formes qui étaient proches de celles que j'ai décrites. Sauf que maintenant, notamment avec les réseaux sociaux et avec des formes d'activisme qui sont des activismes beaucoup plus diffus, qui ne supposent pas d'aller vendre l'humanité sur le marché le dimanche, mais qui supposent simplement d'avoir un compte Twitter, de relayer des informations, de se positionner par rapport à ces informations. Je crois qu'il y a eu une démocratisation de réflexes militants et qui produit un effet d'inflammation, puisque l'intégralité du monde social est travaillée par des formes parfois violentes, qui en fait étaient quand même localisées chez les militants professionnels, je trouve, me semble-t-il. En tout cas, dans la mémoire familiale que j'en ai, en ce qui me concerne. Et par exemple, je trouve que quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que si l'héritage dans le contenu du Parti communiste français est très faible, aujourd'hui, le candidat du Parti communiste français est à 2 ou 3%, et on a l'impression que... Par contre, certaines choses qui viennent des traditions militantes de ce qu'a été le PC français, qui a structuré toute une partie de la population française, qui structurait la vie, le discours. Moi, c'était le cas d'une partie de ma famille. On apprenait à parler dans les écoles du PC. Les écoles du PC apprenaient à avoir un discours politique, apprenaient la dialectique, apprenaient à raisonner, etc. Et ça s'est beaucoup communiqué. Et il y a un effet d'effrangement bizarre. Vous voyez, je le citais, même quelqu'un comme Zemmour va citer Gramsci.
c'était une référence évidemment du PC italien. Et donc, il y a des formes militantes, des formes de stratégies militantes qui se sont diffusées chez tous les individus. Et je pense que ça produit une sorte d'inflammation, ou je disais d'étouffement, parce qu'évidemment, ça rend notre subjectivité politique traversée sans cesse par des conflits, des contradictions, des jeux d'opposition qui étaient beaucoup plus locaux. En fait. La deuxième raison, pour vous répondre, c'est que je pense que ce n'est pas nouveau, mais alors là, c'est vraiment mon point de vue générationnel. Moi, j'ai grandi dans les années... j'étais adolescent dans les années 90, au début des années 2000. J'ai grandi sans doute dans le plus long moment et le plus grand moment de dépolitisation du siècle. Après la chute du mur de Berlin, au moment où on ressassait la fin des grandes idéologies, la chute du communisme, fin du monde, victoire, vous savez, Fukuyama, fin de l'histoire et tout ça. Et donc, j'ai peut-être tendance, et ça c'est le problème de mon point de vue, d'un point de vue de génération, j'ai peut-être tendance à avoir l'impression que tout ce que je décris, qui sont des formes agonistiques, c'est-à-dire des formes vraiment de combat, d'opposition, sont en effet pas des formes nouvelles, mais des formes qui étaient à très basse intensité pendant une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années en Occident, qui correspond au moment d'une sorte, pas de triomphe, mais vraiment de victoire du libéralisme, avec la défaite du bloc soviétique, et avec aussi le délitement du tiers-monde qui avait essayé de s'organiser dans les années 70 et dans les années 80. Tout ça se délite. Il n'y a plus d'organisation alternative au capitalisme libéral américain, etc. Ça donnait l'impression que le débat public était pacifié, qu'il y avait des opinions individuelles, mais au fond, il n'y avait pas de grands récits. Et tout. Et donc, là où je pense quand même qu'il y a un trait d'époque, c'est que le renforcement des jeux d'opposition qui produit cette structure de notre subjectivité politique, il vient après un moment qui est long à l'échelle d'une vie, mais qui en fait à l'échelle de l'histoire est très court, qui a été un moment faux en fait, mais un moment où on a cru qu'on allait être des sujets individuels, des atomes individuels avec chacun son opinion différent, qu'il n'y avait pas de nous, il n'y avait pas de communauté politique, il y avait juste des individus, chacun singulier. Et donc je pense qu'il y a un effet depuis une dizaine d'années où on ressent quand même, je disais c'est dur de le saisir, c'est des sortes de sentiments. On a l'impression, quelles que soient nos opinions et notre position politique, on a l'impression que des choses se sont durcies, que des formes comme ça agonistiques sont devenues dures, que tout est employé à des fins stratégiques par chaque camp, qu'on est sans cesse retourné, qu'on se retrouve d'un plan sur l'autre, etc., qu'on est balancé, et que ça vient aussi de cette parenthèse, en fait, de cette parenthèse libérale, qui n'a pas duré très longtemps, mais moi, elle a correspondu à ma jeunesse, donc voilà. Oui, moi, c'était les années 60, 70, donc... Et qui était très différent, où le rapport au militantisme, à l'engagement politique n'avait rien à voir. C'est ça qui s'est éteint dans les années 80, et c'est ça qui est revenu, mais sous une forme, je vous dis, il me semble, où des choses qui étaient quand même localisées chez des gens très militants, c'est vraiment démocratisé. Mon point de vue, c'est qu'il y a aussi un sentiment d'urgence, notamment lié aux enjeux environnementaux, qui a émergé assez récemment alors que les enjeux sont anciens, et en tout cas qui donne l'impression que soit ces subjectivités politiques sont une entrave au fait de juste prendre simplement et activement ces enjeux en main, soit qu'il faut jouer le jeu de cette subjectivité politique pour arriver à faire avancer les choses. Et je ne sais pas quoi faire de cette équation. Parce que franchement, cette subjectivité politique, les mots pression, étouffement, c'est vraiment ce qui se vit sur le terrain. Et on aurait juste envie de faire table rase de tout ça pour pouvoir reprendre les choses et se dire, OK, au regard des enjeux d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on avance de manière pragmatique, en mettant les choses dans le bon sens, en avançant un pied après l'autre, quoi. Oui, vous avez raison. L'effet d'urgence, même si là aussi, dans les milieux militants... cet effet d'urgence, il n'est pas récent. 72, si on avait une sensibilité écologique, dès les années 70, on disait cette urgence. Mais là aussi, elle s'est démocratisée. L'impression du sentiment d'urgence s'est démocratisée, c'est sûr. Je crois, c'était mon premier point, que peut-être qu'avec le recul, mais on ne sait jamais si on fait des erreurs politiques, le calcul, en tout cas militant, qui a consisté à un moment à se dire que ce sentiment d'urgence ou de pression allait forcer la décision,
je ne suis pas certain avec le recul que ça nous semblera avoir été une bonne idée, parce que, vous voyez, c'était le premier trait. Il me semble par exemple que les effets, en tout cas les effets sur la psyché, les effets sur la psychologie des individus sont au moins aussi négatifs et produisent au moins autant des formes d'impuissance que des formes de puissance. Produisent au moins autant de l'empouvoirment, comme on a l'impression et que des effets d'impuissance et donc de refus d'aller au combat. Donc on ne peut pas savoir, hein, mais avec le recul, en tout cas, je ne sais pas s'il faut jouer, en tout cas, sur l'urgence, même si elle existe, même si elle est réelle. C'est dangereux, on peut se brûler les doigts, en fait, parce que en produisant un sentiment d'urgence, c'est pour ça qu'il me semble qu'il est important d'abord de desserrer un étau sur la subjectivité, de libérer un peu la subjectivité des sujets politiques, des individus, de leur rendre du tu peux, et pour les mettre en position les positions de pouvoir, justement, de pouvoir quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, si vous devez simplement des choses, vous ne pouvez plus. Ça produit, c'est ça. Il y a une phrase philosophique que j'aime bien, c'est une phrase de Kierkegaard. Kierkegaard dit voilà, soit j'étouffe parce que tout est possible, soit j'étouffe parce que rien n'est possible. Et en fait, pour permettre l'action politique, il est certain qu'il faut mesurer aussi les effets psychopolitiques qu'on produit, parce que si sur les subjectivités politiques, vous produisez des effets de contraintes tels que vous avez l'impression que rien n'est possible, évidemment, vous vous rendez impuissant. Il ne faut pas non plus donner l'impression des subjectivités politiques que tout est possible. Si tout est possible, en fait, on ne fait pas non plus, parce qu'on se dit, bon, on va faire autre chose, on peut... Et je suis d'accord avec vous, en tout cas, je pense, j'ai senti monter aussi cet effet d'urgence et l'effet que ça avait sur la subjectivité politique, mais ça commence à être documenté. Par exemple, on sait que des gens qui ont commencé à militer il y a 5 ou 6 ans dans des cercles du féminisme radical ou dans l'écologie, s'effondrent vite. Il y a un effondrement militant quand même qui est inquiétant. Des gens qui sont en burn-out, des gens qui... Et est-ce que ça peut produire des engagements durables? Est-ce qu'il faut jouer sur la corde de l'extrême urgence? Parce que ça ne produit pas que des effets politiques, ça produit des effets psychologiques. Et le corps, il est fini. En fait, si vous produisez sur le corps un effet d'extrême urgence et de nécessité absolue, je crois que je le résumerai comme ça. Je crois que politiquement, il faut faire attention. C'est ma part libertaire. Politiquement, il faut toujours laisser suffisamment de champ au sujet politique pour qu'il y ait du possible. Si vous leur enlevez tout le possible, il y a un effet d'étouffement. Et en fait, vous devez vous engager politiquement parce que vous le devez. Et c'est un bon premier levier de permettre à une génération de dire à une génération, tu dois agir, il faut réagir, c'est nécessaire, etc. Mais la nécessité, elle a très vite des effets psychopolitiques parce qu'à l'autre, elle enlève la possibilité, en fait. Et il faut laisser du champ, il faut laisser du tu peux, en fait. Tu peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'on vit à un moment générationnel, enfin dans ces dernières années, où on peut payer le prix de ça, mais même le prix humain, hein, vraiment, hein, sur des sujets militants qui peuvent s'effondrer, qui peuvent... Et là aussi, c'est pas la première fois qu'on l'a connu. Moi, ça a été le cas je viens d'une famille gauchiste. Beaucoup d'amis de mes parents, ça a été dur, la fin des années 70, le début des années 80. Il y a eu beaucoup d'effondrements, de suicides, de désillusions qui se sont marquées par l'impression d'une défaite, enfin toute la défaite en fait des années 80. Je sais pas, vous savez, il y a le documentaire de Romain Goupil, Mourir à 20 ans, sur le militant de la Ligue qui se suicide. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire attention à ce trait d'époque qui est les effets trop immédiatement psychologiques en fait, du politique. Et ce que ça produit en fait, sur des sujets, sur des corps qui peuvent s'épuiser, qui peuvent s'effondrer, qui peuvent avoir l'impression qu'ils doivent faire quelque chose, mais qu'en même temps ils sont impuissants. Je vais peut-être psychologiser la chose, mais pour aller dans votre sens, quand on travaille dans le champ de la santé psychique ou mentale, on sait très bien qu'une des premières règles, il y a des urgences psychiatriques où on donne des médicaments, mais que la première règle, sinon, c'est de ne pas traiter dans l'urgence. Oui, pour ne pas produire cette Parce que l'urgence est une pression contre-pression, un cercle vicieux.
aux années de ma jeunesse, justement, ou plus tard, il y a une assez grosse différence, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de contrôle déjà par les familles, étendues par exemple, qui était avant plus étendues aussi. Enfin, même quand elles étaient restreintes, il y avait un contrôle. Et des organisations comme le Parti communiste, l'Église, etc. Tout ça, ça structurait les gens, quoi, même si ça les enfermait en même temps. Et maintenant, chacun, déjà revendique sa spécificité. Sa spécificité, c'est-à-dire je suis femme, ou je suis lesbienne, ou je suis noire, ou je suis, etc. Donc chacun est seul dans le monde entier pour ça, presque. Enfin, même si les gens s'organisent entre eux, mais c'était traité, ces problèmes-là étaient traités, les vieux, par exemple, c'était traité dans les familles ou dans des groupes, des petits groupes, ou dans des villages. Mais maintenant, c'est sur la place publique, tout est sur la place publique, donc c'est plus riche, plus intelligent, certainement, de traiter le problème des vieux maintenant, qu'on ne va pas laisser dans les EHPAD, on va faire autrement, ou des noirs, ou tout ça. Mais c'est paniquant, parce qu'il n'y a pas de structure intermédiaire, quoi. Je trouve, il n'y a pas beaucoup de cadres plus structurants, enfin plus protecteurs même. Justement, les personnes qui s'effondrent quand elles s'engagent, et puis tout d'un coup elles s'effondrent, c'est des engagements extrêmement personnels finalement. C'est trop. C'est vraiment... C'est compliqué, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment fait en France, par exemple, de se rapporter à essayer de faire la balance de ce qu'on a perdu et de ce qu'on a gagné en perdant, par exemple, une structure comme le Parti communiste qui structurait en effet la vie individuelle, la vie familiale. Moi, j'ai le souvenir, j'ai un de mes oncles qui, commettant nombre d'infidélités à l'égard de sa femme, a fini par être convoqué en cellule, et c'est la cellule du parti qui lui a demandé de se mettre à genoux devant sa femme, de lui demander pardon, d'arrêter, donc qui réglait la vie familiale, parce que c'était aussi un problème politique qui était réglé par le parti, en discussion. Évidemment, ça, je pense que ça serait personne ne regretterait cette part-là, j'espère. Ce qui a échoué historiquement dans l'entreprise, pas l'entreprise communiste, mais l'entreprise très locale, la manière dont le Parti communiste français était une forme de socialisation, par exemple, me semble-t-il, c'est que une des choses qui permet d'expliquer le succès de la formule de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a des luttes, en effet, qui sont des luttes locales face à des formes de domination multiples, mais qui doivent s'articuler en trouvant des alliances. On trouve des alliances entre des luttes qui concernent le genre, ou qui concernent la race, ou qui concernent la classe. C'est que je crois que dans la mémoire, à tort ou à raison, mais un peu à raison quand même, il apparaît qu'une organisation comme le PC avait aussi pour fonction de hiérarchiser les luttes. Et on se souvient, par exemple, vous aviez longtemps dans l'Humanité, vous aviez l'édito de Jeannette Vermersch, qui était la femme de Thorez, qui était la féministe en chef du PC, et son édito qui était en page 2, jamais en page 1. Et l'édito de Vermersch consistait à dire le féminisme est une question importante, mais c'est une question secondaire parce qu'elle sera résolue dans une société sans classe et il n'y aura plus de domination masculine. Donc, c'est un vieux problème aujourd'hui, même chez les militants marxistes, il y a la question, vous savez, chez les militants américains, de ceux qu'on appelle les class first, c'est-à-dire ceux qui mettent la classe en premier, la classe politique. Et le Parti communiste français a été une machine pendant des années à dire class first, la classe en premier. Si on résout les questions de classe, on va résoudre la question raciale, la question coloniale, où le PC s'est engagé, les militants PC, plutôt individuellement que collectivement, les porteurs de valises en Algérie, se sont engagés, ont fait leur part de la lutte anticoloniale, c'est clair. Mais par exemple, sur le féminisme, au bout d'un moment, c'est aussi pour ça qu'il y a 68 et le MLF, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que la hiérarchisation, cette structure lourde qui en effet structure la vie aussi, la vie sociale, la vie familiale, prend en charge les individus, c'est une machine à hiérarchiser, à prioriser les luttes. Et évidemment que le succès du mot même intersectionnalité, c'est que ça donnait dans l'imaginaire, dans la manière de se représenter, l'idée qu'il n'y avait plus cette hiérarchie, la première lutte, la classe, la deuxième lutte, ensuite on va s'intéresser aux luttes pour la décolonisation, et puis il va y avoir le féminisme, et tout ça, ça va venir naturellement. Voilà. Il y a eu l'idée que non, ça permettait de lutter sur plusieurs plans, c'était séduisant. Mais je pense que ça correspond aussi à une subjectivité plus libérale qui émerge à la fin du XXe siècle,
qui admet que, quoi qu'étant un individu, il peut se diviser, c'est-à-dire suivant ses champs, suivant ses activités. Une personne va être féministe dans telle activité et porter une lutte à ce moment-là, mais elle va être capable d'articuler cette lutte avec une alliance sur des questions coloniales à un moment ou sur des questions de classe, et va essayer d'articuler ça. Mais cette promesse, elle repose sur deux idées. Elle repose sur l'idée que les subjectivités vont être capables d'articuler leur combat, leur domination, ce qui est compliqué, c'est pas certain, et de former des alliances. Il faut qu'il y ait articulation et alliance pour que ça fonctionne. Et il me semble, c'est ce que je voulais décrire, que notre expérience est plutôt marquée par des effets de recouvrement, retournement. On a l'impression d'être surpris par des effets de point aveugle. Il y en a plein, je n'ai pas cité, mais par exemple, je ne sais pas, ça a été douloureux à un moment, par exemple, je me souviens, où dans la lutte antispéciste, sont sorties les premières études où on voyait très nettement, c'est plus tout à fait le cas, hein, mais dans les années 2000, on voyait que la montée du véganisme, qui était vécue comme l'idée qu'on commençait à faire, en France, c'était compliqué, de la souffrance animale, un thème politique, donc il y avait une conscientisation, et que cette conscientisation s'exprimait par un changement d'habitude alimentaire, en fait, elle était ultra localisée socialement. Et ça n'avait pas été vu par les antispécistes, c'est-à-dire c'était uniquement une petite portion de la classe moyenne qui faisait ça, que les classes populaires n'étaient pas du tout sensibles à la question. Et les classes supérieures, moins aussi d'ailleurs, c'était localisé. Donc il y avait vraiment l'impression, vous voyez, qu'on n'arrivait pas à articuler les luttes parce que, on avait gagné quelque chose si on était antispéciste. On avait, pour le coup, réussi à faire progresser un peu la lutte, etc. Mais en même temps, dans notre dos, on était d'un seul coup recouvert par une réalité sociale, en disant, oui, mais en fait, ça va être facile à disqualifier. On va dire c'est une lutte de petits bourgeois ou c'est une lutte des classes moyennes. En fait, l'antispécisme, ça concerne juste... voilà, les classes moyennes ou les petits bourgeois. Et donc, au lieu de l'articulation promise des luttes, au lieu même s'il y a des stratégies qui ont été mises en place, voilà, ce qui a été perdu, c'est le fait qu'il n'y avait pas à se poser la question de l'articulation des luttes, parce qu'elles étaient priorisées par un appareil lourd, qui était l'appareil du PC, mais qu'il est dur de regretter, parce qu'il avait des effets... Voilà, mais je... Presque de territoire, c'est-à-dire que les gens se réveillaient dans des territoires quand même, parce que là, avec des liens, moi je fais partie d'une association, on n'arrive pas à avoir le sentiment d'appartenance. C'est lié aussi au manque, je pense, c'est pas que je souhaite spécialement une religion, mais enfin, le fait que la religion disparaisse quand même dans pas mal de milieux, fait qu'il n'y a pas de lien, quoi. C'est quelque chose... je jouais un peu à quelque chose de territorial, même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent au village, comme, je sais pas, Paolo Servine ou des gens comme ça. Je comprends, parce que ça crée des liens personnels. Oui, et il y a d'ailleurs... Enfin, vous avez raison, il y a un effet où certaines des luttes contemporaines... alors, dans le mouvement autonome, où il y a eu la recherche du commun... dans certaines luttes écologistes, il y a eu l'idée de revenir à des luttes politiques qui s'expriment dans des formes de vie qui permettent de retrouver de la collectivité, du commun et de la religiosité au sens strict du lien, enfin du lien. Mais oui. C'est bientôt 2 heures que nous sommes ensemble, donc je vais peut-être poser une dernière question, à moins que quelqu'un... Donc, d'abord, merci. J'avais l'impression... Enfin, je ne vais pas parler trop longtemps, mais cette pression, enfin, cette espèce de kaléidoscope dans lequel on se trouve pris, qui était brillamment dessiné, ça me faisait penser un peu aux discussions lors de l'attaque du Capitole. On voyait des attaquants et des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec eux se parler avec la même véhémence en « réveillez-vous, réveillez-vous ». Enfin, c'était très clair. Est-ce que cette pression qui monte sur l'individu, on est face à un phénomène instable et qui sera suivi par un mouvement de bascule, puisque, comme vous dites, madame, manifestement, on n'est pas dans un système stabilisé par un sens, disons, je ne sais pas si le mot est la religion, la télévision, les lumières, que sais-je. Cette diffraction, cette mayonnaise qui tourne, est-ce que
enfin, on sent une violence qui monte. Est-ce que c'est un système instable ou on est dans une chose magnifique qui serait une conversation qui va développer ses propres règles et que les choses sont devenues beaucoup plus subtiles. C'est difficile à porter psychologiquement, mais en fait, on est encore plus on est encore plus des êtres d'esprit, puisque tout se passerait dans des rapports de l'ordre de la rhétorique. J'ai du mal à faire de la prospective, je suis assez mauvais pour ça. Mais d'abord, cette conversation, en tout cas, je pense, j'ai essayé de le montrer, je pense qu'on a vécu un long moment où elle est intériorisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une conversation juste entre nous, c'est à l'intérieur de nous. Il y a un système de voix, de poids et de contrepoids, d'intérêts, de contre-intérêts, etc., qui est intériorisé par l'individu et qui a lieu comme si l'individu devenait aussi un parlement devient un lieu politique où s'expriment des impulsions contradictoires, des jeux de force contradictoires. Voilà. Ça me semble assez clair et on est le produit de ça. Enfin, ça, il faut faire avec. Sur la violence, je ne sais pas. Je pense que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que la violence que produit cette inflammation de la subjectivité politique, elle est à la fois parfois une menace pour les pouvoirs, comme le Capitole, mais elle est de plus en plus intégrée quand on s'intéresse quand on lit un peu des think tanks, quand on s'intéresse à la littérature qui vient du pouvoir, elle est de plus en plus intégrée comme en fait un outil de gouvernement, gouverner en temps de crise, gouverner avec justement une violence qui doit rester à basse ou moyenne intensité, mais qui permet en fait un mode de gouvernement. En fait, ce que je trouve, c'est que les gouvernements, chacun à leur manière, plus ou moins autoritaires ou pas, que ce soit en Chine, en Russie, en Turquie, en Égypte ou en France, s'adaptent très très vite à ce niveau de violence potentielle, qui n'est pas de la guerre civile, qui est en deçà de la guerre civile, qui est une violence larvée de conflits qui s'exprime avec des moments éruptifs et des moments... En fait, c'est dans la gouvernementalité, dans le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui a été très vite assimilé et qui est un peu l'équivalent du passage dans la théorie de la guerre au XXe siècle de guerre massive, de guerre frontale à la guérilla. C'est des sortes de gouvernements de guérilla qui s'installent comme ça. Et en France, clairement, le moment Gilets jaunes a été le moment où on sent qu'il y a eu un moment de panique du côté de pouvoir et un moment de reprise en main. On comprend en fait comment on va gérer ça. On va gérer une violence plus ou moins ritualisée, les samedis, l'acte 69, etc. On va faire avec, on joue avec, on gouverne avec en permanence. On produit des dispositifs de surveillance, de maintien, de cadrage, de localisation de cette violence. On l'utilise aussi parfois. Et de ce point de vue, je ne serais pas apocalyptique. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est la promesse d'une fin, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est plutôt l'annonce de nouveaux modes de gouvernement. Et que si on veut lutter, en tout cas, il faut comprendre que, je vous dis, chacun a sa mesure. Erdogan ne réagit pas de la même manière à des manifestations que le pouvoir égyptien aux manifestations sur la place Tahrir ou que Poutine. Enfin voilà, il faut faire des différences, c'est pas du tout le même. Mais chaque mode de pouvoir, chaque mode de gouvernement s'adapte très très vite à cette violence, à cette inflammation des subjectivités politiques et n'a plus du tout vocation, je crois, à gouverner des troupeaux de moutons, mais à gouverner des systèmes instables ou métastables avec des éruptions de violence et tout ça qui sont, comme dans un algorithme, qui sont intégrés pour produire la gouvernementalité en fait de tout ça. Donc, il me semble qu'on a vécu un moment qui s'est ouvert avec toutes les contestations sur les places et le printemps arabe, et qui en France mène aussi aux Gilets jaunes, où on voit que je ne pense pas en tout cas qu'il faille penser que cette violence indique un effondrement ou quelque chose d'apocalyptique, mais plutôt de nouveaux modes de gouvernement. Vous pouvez retrouver les ouvrages de Tristan Garcia à la librairie, et on va vous remercier infiniment pour Merci à vous. Ces paroles.